souvent, ce qui se passe, c'est que les citoyens se disent c'est à l'État de le faire, l'État dit c'est aux entreprises, l'entreprise dit c'est les comportements individuels. Ça s'appelle le triangle de l'inaction. Et ce truc-là, en fait, pour le vaincre, il faut se dire que justement on arrête de reporter la responsabilité sur le voisin. On est un citoyen, on fait ses efforts, on est dans une entreprise, on la fait bouger de l'intérieur ou on la quitte et on fait une autre entreprise. On est citoyen, on vote pour des politiques qui, on espère, vont faire les choses, mais qui va voter pour quelqu'un qui va lui interdire lui mettre un quota carbone sur la figure? C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Batty. Bonjour Marc, j'espère que tu vas bien. Bonjour Aurore, tout va bien, merci. Marc, je trouve que tu es un peu l'invité parfait pour Just Focus, donc je suis vraiment ravie d'avoir la chance d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors pourquoi parfait ? C'est pas pour te mettre la pression, mais tout simplement parce que tu as une conscience aiguë de l'importance de l'investissement financier pour construire le monde de demain. Et en découle une approche quasi politique de l'investissement que tu mets au service de la transition écologique depuis 2019. En quelques mots, tu es ingénieur agronome, mais tu as travaillé dans l'informatique et la tech entre 2001 et 2019 en cofondant Dataiku, un éditeur de logiciels dans le domaine de la data et de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, en tant que cofondateur de FEV, Ferme en Vie, tu contribues à la transition agroécologique en France en facilitant l'installation de la nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices. Alors dit comme cela, j'ai un peu l'impression que tu as fait un grand écart. Peux-tu m'expliquer comment tu es passé de la data à l'investissement à impact ? Oui, c'est un énorme écart que j'ai fait en 2018-2019, qui est lié à une prise de conscience écologique assez forte. Je dis souvent que c'est lié aussi à la crise de la quarantaine, puisque moi j'étais en train de développer ma boîte d'avant, donc Dataiku, effectivement dans un domaine très différent de ce que je fais aujourd'hui. On était donc à l'étranger avec ma famille, je venais d'avoir 40 ans, j'avais eu un enfant, c'est souvent des déclencheurs assez forts de changement, et je me rendais compte avec une boîte qui marchait très bien en pleine bourre, que je ressentais cette perte de sens qui est quand même assez prégnante chez pas mal de nos concitoyens à l'heure actuelle, et ce qui était vraiment le plus frappant, c'est qu'en étant à New York, je me rendais compte à travers nos quelques retours en France que la conscience écologique était en train de monter un petit peu, même si on sait qu'on est très loin du chemin en France. Quant aux US, à mon retour à New York, dans les repas ou les discussions à la machine à café avec mes collègues, ce sujet percolait pas du tout, et donc je me rendais bien compte que le monde était à deux vitesses, si ce n'est évidemment plus, et ça m'a vraiment choqué de voir ça. Et puis en parallèle, moi, il y a un événement très très marquant, c'est la lecture du rapport du GIEC en 2018, qui m'a complètement choqué, parce que pour la première fois, j'ai pris conscience à ce moment-là que les choses qu'on nous dit depuis presque qu'on est tout petit, que le monde va un petit peu dans une mauvaise direction, et que pour les générations futures, ça sera difficile. Pour les générations futures, moi je me suis toujours dit, c'est pas moi. C'est les suivants, mais les suivants, ils sont loin, quoi. Et même si on a de l'empathie pour nos arrière petits-enfants, finalement, ça passe, quoi. Et ce jour-là, donc il donnait un budget qui, à l'époque, alors Jean-Philippe, dont on parlera tout à l'heure, nous connaît ça mieux que moi, mais il donnait un budget de tonnes carbone à émettre, et je crois que c'était 400 et quelques, ou 420 peut-être. Et là, j'ai compris il le disait très clairement, qu'on avait 12 ans pour rester dans le cadre des accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à quelque chose d'acceptable, acceptable étant déjà un grand mot, mais quelque chose qui nous permette de maintenir notre terre vivable. Et donc, moi, en tant qu'ingénieur, quand on m'a dit il y a un budget, on connaît, ingénieur ou patron d'entreprise ou ce qu'on veut, on est habitué à piloter des KPI, on sait ce qu'on a à faire, et quand on dit il y a ça et pas plus, ça m'a complètement choqué, parce que je me suis dit que c'était pas une histoire pour nos petits-enfants, c'était pas une histoire pour mes enfants, c'était une histoire pour nous-mêmes en tant que Quadra, et qu'on allait voir ce changement climatique nous frapper de plein fouet de notre vivant. Et donc moi je m'inquiète évidemment plus pour mes enfants que pour moi-même, mais je pense que le déclencheur, si on veut être très très honnête, ça a d'abord été une peur pour soi.
Ok, et donc c'était des sujets que vous abordiez pas du tout à l'époque de Dataiku, où il y avait déjà des Quand rapports... tu dis vous, tu penses à avec familialement avec tes ou cofondateurs Non, pas du tout, pas ouais. du tout. Et même, je vais être très franc, c'est pas des sujets qui dans la plupart des boîtes de la tech que je connais, à part celles qui se sont créées depuis quelques années et qui sont relativement proches du sujet, soit parce qu'elles veulent l'aborder, ce sont des gens qui travaillent explicitement dans le milieu de la réduction de l'empreinte des entreprises, ou des gens qui en font leur business. À part ceux-là, la plupart des entreprises qui ont un business classique, quand je dis classique, c'est en gros tout sauf les trucs utiles, ces gens-là, ils ne parlent pas de ça. Ils ont évidemment dans leur staff 10, 20, 30% de personnes éco-anxieuses ou de personnes qui ont une sensibilité forte là-dessus. Ça pose de plus en plus de sujets sur le fait que ces boîtes-là, parce qu'elles ne prennent pas le sujet avec le bon niveau d'urgence, commencent à se couper de leur base d'employés. Donc il y a des démissions, on parle beaucoup de silent quitting, les gens qui arrêtent de travailler ou qui démissionnent parce que leur entreprise ne prend pas le sujet ouvertement. Mais donc Dataiku et les autres ne prenaient pas ça au sérieux suffisamment. Mais après, souvent, moi, quand je me rappelle de ça, c'était il y a 5 ans. Et ça me paraît... le mois d'il y a 5 ans me paraît absurde. Et je me dis pourtant que j'étais pas du tout je me sentais écolo déjà à la base. J'étais écolo qui faisait rien, en fait. C'est-à-dire comme tout le monde, quoi. Comme tous les gens qui nous écoutent, je suis sûr que si on leur demande, il y en a 50% qui vont se revendiquer écolo. Mais je pense sincèrement que dans tous ceux qui nous écoutent, malheureusement, il y en a plein qui, à l'heure actuelle, ne font rien. Et pour ceux qui font quelque chose, dont moi, ils font quelque chose qui est très insuffisant par rapport à ce qu'il faudrait qu'on fasse. Alors, raconte-moi exactement, du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? En quoi ça fait quelque chose ? Et puis en quoi c'est insuffisant aussi, peut-être ? Alors, tu veux qu'on parle un peu de personnel ou de familial ou plutôt de travail, et comment j'inscris ça dans mon déjà, qu'est-ce que tu as fait comme bascule, justement, ouais. Tu vois, déjà, comment est-ce que tu as fait croître Dataiku et à quel moment tu as quitté Dataiku ? Oui. Pourquoi tu l'as fait exactement ? Oui. Et quel a été le projet sur lequel tu t'es concentré après et sur lequel je crois que tu te concentres encore maintenant. Oui. Peut-être on peut commencer par là et puis après effectivement Dataiku ça a été créé on l'a créé en 2012-2013 officiellement pour la création de la société avec 3 autres fondateurs. On est parti donc à 4. Quand je suis parti il y avait 300 personnes. Moi je me suis toujours occupé du développement commercial chez Dataiku, d'abord en France, un peu en Europe et surtout ensuite aux US à partir de 2017. C'est une aventure qui allait très très vite puisque en quelques années de passer de 4 à 300, ça fait partie des hyper-croissances qu'on voit parfois dans la tech. Maintenant, là, au jour où on se parle, il y a 1100, 1200 personnes, donc ça a encore grossi beaucoup depuis que je suis parti. Pour être très franc, au moment où moi j'ai décidé de passer à autre chose, c'était pas aussi clair dans ma tête que ça l'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait une conjonction de facteurs. La prise de conscience écologique, c'était une chose. Le sentiment de ne pas avoir le sens que j'espérais dans Dataiku était aussi quelque chose qui, in fine, sont, à mon avis, intimement liés, mais c'était pas forcément très réfléchi au moment où j'avais ce sentiment un peu de vide. Et puis après, il y avait aussi, et c'est d'abord comme ça que ça commençait, un sentiment de fatigue et de se demander pourquoi on fait ça, après quoi on court. Et ça, c'est vraiment le premier truc. C'est d'abord, on se dit qu'est-ce que je suis en train de faire là, après, mais à quoi ça sert tout ça, et puis est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire dans le monde pour contribuer de manière utile à partir du moment où la conscience écologique s'éveille un peu. Et je trouve ça étonnant ce que tu dis, parce que j'imagine que pour avoir l'énergie de monter, de diriger une boîte pendant des années, il y a quand même un moment où tu trouvais un sens à ce que tu faisais. Enfin, tu peux pas faire ça si tu trouves pas de sens au moment où tu le fais. La plupart des gens qui ont une perte de sens à l'heure actuelle, ils ont quand même, en général, que ce soit en créant une boîte ou accepter un boulot, ils ont accepté un boulot. Ils sont allés, ils ont trouvé du sens. Le sens, ça peut être, par exemple, moi je suis très curieux, je suis ingénieur, j'adore les maths, l'informatique, même si j'ai fait agro. Un de mes premiers boulots, je bossais dans l'aquaculture, je faisais des bases de données et des algos. J'ai toujours aimé ça. Donc, pour tous les ingénieurs là qui nous écoutent, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne se reconnaîtront pas si je leur dis que quand on code, on a l'impression de construire quelque chose. Quand on fait de la data, on a l'impression d'être un peu omnipotent. Donc il y a un petit sentiment quand même de faire des choses agréables. Et puis évidemment, il y a plein de choses qu'on peut faire d'utiles avec la donnée. Et puis il y a le côté excitant de monter une entreprise. Quand on est entrepreneur, a fortiori pour la première fois, se dire qu'on va créer quelque chose et de voir que ça se développe, ça crée aussi de l'énergie.
Donc il faut pas être négatif évidemment sur tout. Tout ça, ça contribue à donner de l'énergie. Après, le sens, il se révèle au moment où les choses deviennent un peu plus dures, un peu plus longues, un peu plus lassantes. Et c'est un peu une sorte de relais de dynamique ou de relais de croissance. C'est là où on se rend compte qu'en fait, il n'y était pas et qu'on était motivé peut-être pour d'autres raisons. Et moi, je vais être très franc, puisque on est quand même sur un podcast où on parle de ça. J'avais monté à la base d'Ataiku, enfin pas d'Ataiku spécifiquement, mais j'avais souhaité monter une entreprise parce que je souhaitais être indépendant financièrement. J'avais le rêve que si ça marchait, je pourrais me mettre à l'abri. Donc ça a été un moteur aussi au début de l'aventure. Et c'est quand justement tu as senti aussi que tu étais à l'abri, aussi que les questions de sens se sont... Et aussi, alors voilà, ça c'est un peu quelque chose qui me met pas toujours très à l'aise, parce qu'effectivement, quand on a la chance d'avoir eu une réussite comme ça, déjà moi j'essaie d'en être conscient. Je sais que ce que je raconte par ailleurs est pas toujours audible, parce que quand on est un peu privilégié d'avoir ce luxe-là, on a un luxe de réfléchir à autre chose, et quand on a ce luxe de réfléchir à autre chose, je trouve qu'il est dur de pas ressentir une responsabilité écrasante de comment on doit occuper son temps, occuper son argent ou occuper son emploi du temps. Et c'est un peu les sujets, d'ailleurs, comme tu sais, sur lesquels je milite pas mal. Je comprends qu'il y ait toute une partie de la population qui soit pas capable ou en capacité d'agir immédiatement sur certains sujets, notamment le sujet de l'investissement. Tout le monde n'a pas de l'argent à investir, il faut être très honnête là-dessus. C'est même très rare, en fait. C'est même très rare. Donc en fait, cette question-là, elle est un peu... on parle qu'à des personnes privilégiées, mais si vous êtes privilégié, en fait, on en reparlera, mais je trouve ça complètement ahurissant à l'heure actuelle de ne pas être all-in sur l'investissement dans les sujets qui comptent, parce qu'on n'aura pas 3 tentatives. Après, pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore la chance peut-être d'avoir de l'argent à investir, il y a plein d'autres actions au niveau personnel qui permettent d'aligner nos comportements avec des choses qui sont souhaitables pour le futur qu'on veut construire. Donc ça, on pourrait y revenir également. Comme tu le dis, il y a plein de gens qui n'ont pas forcément la capacité financière de faire la différence. Mais personnellement, est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as mises en place et que tu penses seraient applicables à n'importe qui, et d'ailleurs que le toi d'avant d'Ataiku aurait pu déjà faire ? Oui, il y a des choses évidentes. Alors c'est la première que nous on a faite, c'est qu'on se sentait loin en étant à New York de notre famille. À l'heure actuelle, ça paraît naturel, voire même souhaitable, puisque les grandes écoles, pour ceux qui ont fait ça, encouragent les gens à aller faire des cursus à l'étranger. Il y a 50 ans ou même 30 ans, en vrai, ça n'existait pas trop. C'était l'exception. Et quand on partait à l'étranger en disant au revoir à sa famille parce qu'on la reverrait dans 3 ans ou dans 10 ans. Ou peut-être pas. Là, c'est quand on partait il y a longtemps à l'étranger. Mais c'est vrai, quand même, il y a eu une époque où c'était ça. Maintenant, on part à l'étranger en se disant que de toute façon, on se voit à Noël. Donc nous, déjà, ça nous gênait un petit peu en étant à New York et on rentrait pas si souvent en France. Moi, la plupart de mes collègues dans les startups, ils rentraient 2 fois par mois en France parce qu'en fait, il y avait des meetings, des trucs comme ça. Moi, je rentrais tous les 3 mois. Mais tous les 3 mois, un aller-retour à New York, c'est 2 tonnes de CO2. Tous les 3 mois, ça fait 4 par an, plus 1 ou 2 extras parce qu'il se passe toujours un truc. Et en fait, c'est pas vraiment 3 mois. Quand on fait la moyenne lycée sur l'année, ça fait 1 fois tous les 2 mois. Puis on continue comme ça, et puis on se retrouve à faire 20 tonnes, 50 tonnes d'avions parce qu'on vit loin. Et donc là, on peut se dire que c'est pas vraiment moi, parce que c'est mon boulot. Mais c'est aussi un choix de vie, c'est mon boulot, d'aller vivre à l'étranger. Ça. Donc nous, on a dit, on se rapproche des familles, déjà parce que c'est chouette d'être à côté de notre famille, parce qu'on a un gamin, maintenant on en a 2, que les grands-parents, on vieillit tous, que c'est bien de se voir. Et le simple fait de faire du rapprochement familial, c'est con, mais on dépense moins de budget carbone. Et donc dans cette logique-là, le pas suivant, c'était de se dire on fait un effort énorme sur l'avion. Alors on ne s'est pas dit on arrête l'avion, on ne s'était toujours pas dit, mais il se trouve qu'on ne l'a pas pris depuis plus de 4 ans. Donc le jour où on a posé nos valises en rentrant de New York, on n'a pas remis depuis de novembre 2019 un pied dans un avion. On ne veut pas dire jamais parce qu'en fait déjà, moi je me rends compte que je suis un peu jusqu'au boutiste sur plein de choses et que quand je dis jamais, ça me met une pression... comme j'aime bien honorer mes engagements, ça me met une pression trop forte. Et en fait, je préfère, à partir du moment où pas grand monde ne fait ça en France à l'heure actuelle, me dire que ça peut revenir et que c'est charge à moi de gérer mon truc. Mais mon objectif sur ce point-là, c'est d'être toujours mieux disant que la moyenne, c'est-à-dire d'être toujours en avance et de montrer à travers ce changement de comportement qu'on peut le faire. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir passé des vacances pourries depuis 4 ans. On peut se balader en France, nous on prend la voiture encore et on a une consommation normale de voiture, ce qui veut dire pas terrible mais normal, mais on prend plus l'avion. Et après, il y a plein de choses. Donc ça, c'est l'avion. S'il y en a qui le savent pas, c'est pour ça que c'est pas une histoire d'argent, parce que moins prendre l'avion, ça coûte moins cher que prendre l'avion. Voilà. Et en fait, c'est ce que les gens parfois pensent, c'est que l'écologie c'est un sport de riches. C'est pas vrai. L'écologie, c'est
avant tout de la sobriété, donc c'est moins dépensé. Donc quand on dépense moins, c'est pas compliqué en fait. Et donc un autre truc qu'on fait, sur lequel il faut que les gens soient conscients, c'est qu'il y a évidemment l'énergie, mais ça c'est encore un truc un peu compliqué. Mais ensuite c'est l'alimentation. L'alimentation, enlever de la viande dans son alimentation, un peu, beaucoup, voire totalement. Donc nous on n'est pas végétarien, mais plus le temps passe, plus on tend vers un régime qui est vraiment flexitarien. Alors pas flexitarien comme certains le disent, hein. Flexitarien ça veut pas dire enlever une côte de bœuf une fois dans le mois, hein. C'est flexitarien, ça veut dire manger un peu de viande quand ça se présente. Voilà. Et ça c'est deux impacts majeurs. Avec ça, plus un peu d'autres efforts, n'importe quel Français peut passer du jour au lendemain de 9 à 6 tonnes, en gros. Enfin, quand je dis 9, c'est pas vrai, parce que ceux qui nous écoutent et qui prennent l'avion 3 fois par an, ils sont pas à 9, ils sont à 14. Et la moyenne des Français est à 9, pardon, parce que tout le monde ne connaît pas ce sujet. Donc on est à 9, il faudra qu'on soit à 2 en 2050. Il faut le faire selon une trajectoire qui soit pas de faire tous 20 tonnes jusqu'en 2049, puis 2 tonnes en 2050, parce que ce qui compte, c'est chaque tonne qu'on ajoute dans l'atmosphère qui nous propulse dans un monde qu'on ne maîtrise pas. Donc, il faut déjà passer de 9 tonnes en moyenne à 2 tonnes selon une vraie courbe, pas juste faire un petit sommet avant. Une fois qu'on s'est dit ça, moi je suis à 6 tonnes, j'espérais être à 5, parce qu'il y a 2-3 trucs qu'il faut que je règle encore, mais je pense sincèrement que n'importe quel Français peut se mettre à 5 sans effort majeur. Ok, mais de ne pas prendre l'avion, c'est un effort majeur pour plein de gens. Et moi, ce qui me frustre le plus, c'est pas de ne pas prendre l'avion. C'est que je ne prends pas l'avion, mais que tout le monde autour de moi le prend. Ouais, ça, c'est très très dur à vivre. Ouais, ça, c'est clair. Non, c'est clair. Parce qu'on se dit, en fait, moi, mon trajet d'avion, il ne changerait rien. Et en même temps, on se dit aussi que si tout le monde pense comme ça, il ne se passera rien. Exactement. Ouais. Et socialement, j'insiste, c'est pas dur de prendre des vacances en France ou pas loin, ou prendre le bus, ou prendre un train de nuit. C'est même fantastique. Dans la plupart du cas. Mais ce qui est dur, c'est d'entendre à la sortie de l'école le papa ou la maman du copain du fiston qui parle de leur futur voyage à Bali pour février. Parce que ça, on se dit, mais merde, moi je suis en train de faire ça. En fait, en vrai, je peux me le permettre. Je pourrais aller à Bali plusieurs fois par an si j'ai envie, et je le fais pas. Donc pourquoi les autres continuent à le faire? Et après, ça amène d'autres questions qui sont quand même plus philosophiquement compliquées. C'est que moi, j'ai pas voyagé avant l'âge de 22 ans, donc je me sens pas complètement pour y gâter là-dessus. Mais quand, on va dire, entre 2016 et 2019, quand on était aux US, n'importe quel trajet, ça se fait en avion. J'ai eu une consommation, on va dire, sur 5 ou 10 ans de ma vie d'avion qui était tout à fait semblable à tous les gens qui nous écoutent. Enfin, semblable aux gens aisés, qui sont ceux qui, a priori, nous écoutent quand même. Et tu penses que c'est pas aussi le rôle de l'État, par exemple, d'interdire, justement, d'influer les comportements, que c'est vraiment une action qui doit être d'abord individuelle? Parce qu'il y a aussi ce discours-là qui dit un peu, tant que c'est autorisé, je le fais. Si c'était si grave, le problème, c'est que, il y a énormément de choses. La plupart de ce qui est autorisé à l'heure actuelle, si on était raisonnable, on serait interdit et on se foutrait en prison. Mais parce qu'on pourra parler de l'investissement après. Hein, on autorise d'investir dans plein de choses qui devraient être fondamentalement illégales. Faire travailler des enfants, ça marche pas. Défoncer la planète et se pourrir. Parce qu'on parle, il y a le CO2, hein, mais il y a toutes les pollutions chimiques, il y a le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, il y a énormément de choses qui... en gros, à peu près tout qui déconne. Tout ça devrait être illégal, évidemment. Maintenant, souvent, ce qui se passe, c'est que les citoyens se disent c'est à l'État de le faire, l'État dit c'est aux entreprises, les entreprises disent c'est les comportements individuels. Ça s'appelle le triangle de l'inaction. Et ce truc-là, en fait, pour le vaincre, il faut se dire que justement, on arrête de reporter la responsabilité sur le voisin. On est un citoyen, on fait ses efforts. On est dans une entreprise, on la fait bouger de l'intérieur ou on la quitte et on fait une autre entreprise. On est citoyen, on vote pour des politiques qui, on espère, vont faire les choses. Mais qui va voter pour quelqu'un qui va lui interdire, lui mettre un quota carbone sur la figure? C'est une discussion qu'on a fréquemment là. Qui va voter pour ça? Personne. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on aura des gens qui seront élus qui s'en foutront. Je ne crois pas du tout en une dictature verte, quelqu'un qui va nous imposer des choses. Je crois assez volontairement au fait qu'à un moment, on aura une dictature tout court de gens qui font des choses qui sont à la fois pas bonnes pour nous et pas bonnes pour la planète. Ça, j'y crois assez volontairement. Juste parce qu'on est dans le repli. On le voit un peu, même légèrement, ou c'est déjà un peu le début en ce moment. On est dans le repli sur nous parce que ça ne marche pas et on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et ce qui ne marche pas, c'est les inégalités sociales, c'est le fait qu'on est en train de défoncer notre planète. Tout ça, on essaie juste de le voir sur le prisme du chômage, de la croissance, du pouvoir d'achat.
Mais c'est des symptômes directs du fait qu'on ne sait pas vivre sur notre planète. On ne sait pas vivre en société correctement en ce moment. Ça va faire la transition avec l'autre sujet sur lequel je voulais quand même vraiment t'entendre, faire mon vie. Je pense que c'est aussi une manière justement d'apprendre à vivre ensemble sur notre planète. Parce que si j'ai bien compris, c'est aussi une manière de créer du lien entre les personnes et de financer des projets. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais avec Femmes en Vie Ouais. Oui, donc FEV, moi je suis le fondateur de FEV, on a créé ça en 2020 avec 2 autres personnes, Simon et Vincent. On est une entreprise à mission, on aide la nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices à s'installer en agroécologie. Agroécologie, c'est un ensemble de pratiques, pour nous, les gens mettent un peu la définition qu'ils veulent derrière, mais pour nous c'est une agriculture qui va au-delà de l'agriculture biologique. On n'essaie pas de remplacer l'agriculture biologique, qui est quelque chose qui existe depuis 40 ans, qui a des avantages, quelques petits inconvénients, mais on essaie d'aller au-delà de ça, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans l'agriculture qui se sont passées au cours des dernières années où on prend un label, on essaie de le remplacer par un autre. Là aussi, on s'agite beaucoup de gymnastique pour essayer de finalement noyer le poisson, mais fondamentalement, il ne faut pas détricoter ce qui est bien fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire le bio. Il faut juste aller au-delà sur les choses qui sont encore perfectibles. Et donc nous, on a créé une charte agroécologique qui prend les bases du bio. Pourquoi ? Parce que c'est un label qui est connu des consommateurs, qui est auditable par des tiers. Donc ça veut dire que ça enlève une responsabilité à FEV et surtout ça crée de la crédibilité. Si FEV dit nous on a créé un truc, c'est génial, et puis en plus on se l'audite nous-mêmes, on comprend bien que ça n'a aucune espèce de valeur. Donc on a créé cette charte-là, et cette charte elle a vocation, en plus de critères agronomiques très exigeants, pour d'une part respecter les sols, pas polluer l'eau, faire attention à la biodiversité environnante dans les champs, on a créé des critères qui ont plutôt une dimension sociale. L'idée, c'est de se dire, le but, c'est que tout ce changement-là de modèle agricole qui est nécessaire à l'heure actuelle, il ne se passera pas sans que le métier d'agriculteur soit reconsidéré, et sans que ces personnes-là, qui sont quand même essentielles, à la fin de la journée, avant d'avoir fait de la data ou de l'AI, et avant d'avoir pris son MacBook, on a mangé éventuellement au petit-déj, quoi. Donc on est obligé d'avoir les agriculteurs. Et ces agriculteurs, ils doivent bien vivre. Et c'est les mêmes débats qu'il y a eu sur les soignants pendant le Covid. C'est pourquoi les agriculteurs vivent mal. C'est eux qui nous nourrissent. Pourquoi les soignants vivent mal alors que c'est eux qui nous soignent. Si on enlève tous les mecs qui font de la data comme moi, ou qui ont fait de la data comme moi, le monde tourne. Si on enlève les agriculteurs et les soignants, d'abord on commence à avoir faim. Ensuite on va à l'hosto parce que on n'a pas mangé, et donc on se porte mal. Et puis s'il n'y a pas de médecin, on repart d'où on vient. Donc ça, il faut quand même se rendre compte que dans la pyramide des besoins, il y a des métiers comme ça qui sont importants. Les agriculteurs, c'est numéro 1, ou ça dépend de ce qu'on va faire, mais les agriculteurs, les soignants, tout ça c'est les métiers qui comptent. Et donc nous, pour qu'ils s'en sortent mieux, on a essayé de penser quels sont les critères qui font que les fermes vont être plus durables dans le temps, plus résilientes. Et il y a un axe fort qu'on développe, c'est la diversification. Alors ça va parler aussi aux gens qui parlent d'argent ou de patrimoine. Dans plein de trucs, on se dit il faut diversifier. Vous gérez de l'argent, vous diversifiez. Vous gérez une entreprise, vous essayez de diversifier vos activités, parce que vous dites il faudrait quand même pas qu'il y ait un truc qui marche pas, et voilà. Mais en agriculture, non. Ça fait 70 ans qu'on diversifie pas. On spécialise. On a spécialisé les exploitations agricoles, on a spécialisé les régions, et on a même spécialisé les pays. Du coup, on est obligé d'importer à tout va tout ce qui nous manque, y compris des trucs qu'on savait faire chez nous. Ça, c'est quand même assez chouette. Et dans ce cadre-là, la diversification, nous, on le voit comme un moyen, déjà de préparer le fait que, comme le climat est en train de remonter à vitesse grand V, et qu'on aura, je n'ai pas les chiffres exacts, mais le climat de Marseille probablement au milieu, voire au nord de la France dans quelques années, si vous misez tout sur une exploitation agricole, sur un type de culture dans le sud de la France, et que, pas de bol, dans 5 ans, il n'y a plus d'eau, ça ne marche pas. Donc, le fait de diversifier les productions, de commencer à réimplémenter des nouvelles cultures, ou quand on plante des arbres, des essences qui seront peut-être adaptées au climat de demain. Le fait d'un point de vue purement économique, d'être capable de diversifier, c'est se préparer aux aléas. Il y a une grippe aviaire, un atelier volaille, ça n'a pas marché cette année. Mais par contre, on peut faire du tourisme à côté. Ou alors parce que le revenu de telle ou telle ligne de produits ne marche pas très bien, mais que j'avais transformé à la ferme une partie de ces produits, j'arrive à avoir une meilleure valeur ajoutée. Et donc, tout ça pour dire quoi ? C'est que dans notre installation agricole, nous, ce qu'on aime faire, c'est mettre les agriculteurs et agricultrices dans des conditions, on espère, de réussite, en les encourageant à créer des fermes qui soient résilientes. Et comment on fait ça ? On fait des fermes diversifiées avec eux. Donc on installe plusieurs ateliers, on leur permet
idéalement de penser à l'internalisation de la transformation, donc transformation de fromage par exemple à la ferme, mais aussi à la maîtrise de leur circuit de distribution, parce qu'en fait, là où la plupart des marges se sont évaporées et font que les agriculteurs sont pris en ciseaux et mangent pas à leur faim pour certains, c'est que les marges ont été confisquées par l'aval de la filière, donc l'agroalimentaire d'une part, sur la transformation, et la grande distribution de l'autre côté. Et donc si vous commencez à faire un peu de transfo, vous gardez de la valeur ajoutée en interne, et si vous commencez à vous préoccuper de vos circuits de distribution, là aussi, vous êtes un peu plus maître de votre destin que quand vous êtes sur des filières longues, 100% en grande distrib. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait, et alors peut-être parce que là je suis rentré un peu trop vite dans ce débat, mais pourquoi ça crée du lien, pour répondre à ta question? Ça crée du lien déjà parce qu'on admet que le métier de l'agriculteur est important, on les met dans des conditions de réussite, ils vont pouvoir rayonner à l'échelle de leur territoire localement, mais aussi et surtout que cette transition on la finance grâce à l'aide des citoyens. Et en fait, la façon précise de FEV d'aider ces installations, c'est de dire on va collecter de l'argent, donc des investissements auprès des particuliers et un peu des institutionnels également. On va mettre ça dans une grande tirelire. Donc là, à l'heure actuelle, on a collecté 13 millions d'euros depuis 2 ans et demi sur cette partie-là. 13 millions d'euros, grosse tirelire. Avec ça, on achète des fermes, qui sont les fermes qui sont en train de disparaître. Il y a 200 000 exploitations dans les 10 ans qui vont disparaître. Donc en gros, la moitié sur 400 000. Pourquoi ? Parce que c'est toute la génération baby boom et un peu plus vieille, puisqu'il y a certains agriculteurs qui n'ont pas eu le loisir jusqu'à présent de prendre leur retraite, mais en gros, les gens qui ont 65, 70 ans, qui partent à la retraite maintenant, qui vont devoir céder leur exploitation dans la plupart des cas, qui vont avoir du mal à la céder parce qu'il y a peu de repreneurs en face. Et donc ce qui va vraisemblablement se passer, parce que c'est la solution de facilité, c'est soit la vendre quand il y a du potentiel touristique et que les bâtiments sont de bonne facture, ça peut partir en résidence secondaire. Donc ensuite, à être exploité par des gens en sous-traitance, on appelle ça les ETA, mais souvent, c'est quand même pas là où on pratique la meilleure agriculture, parce que c'est pas quelqu'un qui prend soin, c'est quelqu'un qui délègue le fait de pouvoir cultiver les terres. Donc ça va être du bâtiment en résidence secondaire plus du travail à façon. Mais le cas qui est encore le plus fréquent, c'est que les terres partent à l'agrandissement de voisins qui ont déjà des surfaces importantes et donc qui consolident le modèle agricole sur lequel on n'arrête pas d'accélérer depuis plusieurs décennies, et donc avec tous les travers qu'on lui connaît et qui font que nous on est là pour justement dire il faut que ça s'arrête. Et voilà, et donc avec ces 13 millions d'euros, on a acheté 16 fermes et on les met à disposition des porteurs de projets. Et là où en fait, je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la charte, c'est que la condition sine qua non pour FEV, pour louer ces belles fermes qui ont été financées grâce à de l'argent citoyen, c'est de s'engager pour les agriculteurs et agricultrices qui nous font confiance sur cette charte. Donc ils ont le droit d'être là parce qu'ils signent un contrat avec nous qui est de dire je vais respecter et travailler ces terres selon les critères que vous, FEV, vous avez implémentés. Donc ce sont des agriculteurs ou des agricultrices qui sont locataires de fermes qui vous appartiennent. Oui, enfin pas qui nous appartiennent, qui appartiennent aux citoyens. Qui appartiennent aux citoyens qui ont contribué. Oui. Et qui étaient déjà agriculteurs, agricultrices avant, ou qui se forment aussi sur le tas. Alors, non, ils ne se forment pas sur le tas. Il y en a, souvent, ce sont des gens qui ont été salariés agricoles. Ça peut être des reconversions. C'est rarement, et je pense qu'il faut raison garder, c'est rarement des gens qui viennent de quitter leur boulot chez Capgemini et qui se lancent 6 mois après. Parce que ça, il faut être assez réaliste. Hein, c'est une reconversion. Une reconversion dans n'importe quel métier, l'artisanat ou je sais pas, n'importe quelle autre chose. Ça prend toujours du temps. Donc là, souvent, c'est des gens qui sont en reconversion ou pas, mais qui ont un parcours de plusieurs années de salariat agricole avant. Et donc, comme un entrepreneur, parfois, a été quelques années salarié ou de nombreuses années salarié avant de se lancer, là, c'est la même chose. Ce sont des gens qui sont dans le salariat et qui se disent à un moment, j'ai envie de travailler une terre qui un jour peut-être m'appartiendra. Et donc ça, c'est un autre aspect important du dispositif de FEV, c'est que nous, on est là pour donner un coup de pouce aux agriculteurs en leur donnant des belles fermes, en ayant un loyer dans un premier temps, mais la capacité, quand ils sont prêts au bout de 7 à 10 ans, et qu'ils ont en général commencé à rembourser significativement les autres emprunts qu'ils avaient à l'installation, on leur donne la capacité d'acheter à un prix, avec une option d'achat qui est favorable, puisque en fait, s'il y a un prix marché qui est supérieur au moment où ils exercent leurs options d'achat, par rapport au moment où FEV s'était porté acquéreur de la ferme, donc imaginons la FEV avait acheté à 100 et puis ça vaut 120 sur le marché 10 ans après, ils achètent à 110. Le but, c'est de les protéger contre une inflation des terres, sachant que, évidemment,
pour les citoyens investisseurs, il faut bien qu'il y ait un petit peu de rendement, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt et puis personne ne viendra jamais nous faire confiance. Mais de l'autre côté, il faut bien se dire que la valorisation d'un actif comme la terre agricole, elle n'est pas liée juste à un contexte de marché et spéculation, heureusement, notamment en France, on est bien protégé par rapport à ça. Mais donc si la terre se valorise, c'est aussi peut-être parce que les agriculteurs et agricultrices qui travaillent dessus ont fait du bon boulot. Et pour l'instant, ça ne se voit pas encore trop sur les prix agricoles. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des terres relativement pauvres ou des terres un peu plus riches. Ce n'est pas encore complètement bien intégré dans les prix des terres agricoles, mais notre pari, c'est que de toute façon, dans le futur, ça va être le cas. Et donc, il faut absolument que les agriculteurs prennent soin de la terre. Pourquoi ? Parce que des sols pauvres ou morts, dans 10 ou 20 ans, ça n'aura pas de valeur. C'est un peu le désert, c'est pareil. Et donc, si on veut se nourrir, il faudra des sols riches et on a besoin d'encourager les gens qui font bien ce boulot-là. C'est quoi la typologie de tes investisseurs je sais pas, parce qu'on a parlé du coup qui étaient les agriculteurs. Oui, bien sûr. Tes investisseurs, c'est quel type de profil ? Alors nous, l'investissement, on est très original en ce sens qu'il est ouvert de 500 € à plusieurs millions d'euros. Et de fait, on a des gens, on pourrait prendre un étudiant qui est étudiant en école de commerce et qui se dit en fait j'ai 500 € là de côté et je trouve que c'est quand même beaucoup plus ça a beaucoup plus de sens vu que je me pose des questions sur mon futur job et que justement je ne veux pas travailler dans certains domaines, ça a plus de sens de mettre mes 500 € ici chez FEV qu'ailleurs. On a, je fais les gros extrêmes, on a des gens qui sont des personnes riches en dizaines de millions qui vont mettre, alors pour l'instant quelques centaines de milliers d'euros, j'espère bientôt quelques millions, pour se dire, voilà, j'ai compris que j'allais pas vivre tout seul dans mon bunker, dans un monde inhabitable. Donc on a besoin, même si on n'est pas sur un placement le plus rentable par rapport à ce que je fais par ailleurs, j'ai besoin de sponsoriser des gens qui prennent soin des agriculteurs. Donc ça, c'est des gens qui sont à, on va dire, 500 000, 600 000 €. Et puis au milieu, la grosse tranche de gens qui font nos 1300 investisseurs, c'est des cadres supérieurs qui ont envie d'investir dans quelque chose qui a du sens, qui en général ont... C'est toujours pareil dans l'investissement, on se pose ces questions après avoir peut-être déjà fait un investissement, locatif, ou après avoir ouvert une petite assurance vie en fonds euros. Et là, ils se disent, je vais le mettre chez FEV. L'avantage qu'on offre à ces gens-là, en plus du sens, c'est que comme on est éligible à une réduction d'impôt de 25% sur l'impôt sur le revenu, des gens peuvent défiscaliser une partie de leur impôt sur le revenu. Alors, c'est pas magique, parce que pour bénéficier de 25% de réduction, il faut avoir mis les 100 avant. Donc, pour avoir 250 €, il faut quand même avoir investi 1000 €, 750 de plus. Mais il y a quand même énormément de gens qui font ce pari-là sur des investissements avec une typologie de l'ordre de entre 2000 et 50 000 €. Et quelque chose qui est assez intéressant, c'est que typiquement cette année, sur cette tranche de clients-là, ceux qui avaient mis en 2022 chez FEV, il y en a 45% qui ont remis en 2023. D'accord. Donc il y a une sorte de fidélisation, c'est qu'au bout d'un moment, quand on commence à se dire, est-ce qu'il y a un moyen intelligent d'enlever un petit peu d'impôt sur le revenu et qu'on trouve une solution comme FEV, et après c'est facile parce que c'est à la fois chouette, c'est bien géré, et donc les gens reviennent. Ok, et concrètement, pour un investisseur qui place 1000 €, ouais. Ton argent, il est bloqué pendant 10 ans, il est alloué à une ferme spécifiquement ou il est globalisé Comment ça il touche une rente par rapport au loyer qui est versé ou pas du tout ? Déjà, c'est mutualisé, c'est une foncière. Donc c'est pour ça que je dis c'est une grosse tirelire. Et puis on achète tous, en tant que citoyens, un ensemble de fermes. Donc ça, c'est fait... on a bien conscience que ça serait encore mieux peut-être sur le papier de se dire, tiens, j'investis dans telle ferme en particulier. Ça pourrait être un argument marketing, mais en pratique, ce qu'on essaie de faire, c'est quelque chose qui soit rationnel pour les citoyens. Et donc, on préfère leur dire, vous participez à une aventure commune et nationale. Il y a plein de belles fermes dedans et ça permet quand même de limiter au maximum le risque. Bah oui. Complètement. Comme dans plein de domaines. Donc c'est mutualisé. La part de la foncière se revalorise selon deux éléments. C'est les loyers qui sont distribués, auxquels on retranche les charges évidemment de gestion et tout ça, plus la revalorisation du prix du foncier sous-jacent. Donc on est sur un investissement locatif très classique. La seule chose, c'est qu'on ne distribue pas les loyers. Okay. En agriculture, les loyers sont relativement faibles. On est aux alentours d'1%, 1,5% net de charges. Donc on préfère les recapitaliser, les remettre au pot, parce que sinon ça ferait une logistique relativement importante de redistribuer des montants relativement faibles aux investisseurs tous les ans. Et donc on augmente plutôt la masse d'investissement qu'on peut faire avec ça. Les investissements, ils sont bloqués 3 ans statutairement.
Ça, c'est quelque chose qu'on s'est mis comme ça. Mais surtout, ils sont limités à 7 ans. Enfin, ils sont limités. Ils sont bloqués pendant 7 ans pour tous les gens qui font la demande de la réduction d'impôt sur le revenu. D'accord. Et ça, c'est le même dispositif que tu as sur l'investissement dans les PME. Je crois que c'est la loi Madelin. Et tu investis dans n'importe quelle start-up. Tu peux bénéficier de ces 25%. Alors, je suis en train de changer d'ailleurs, mais tu pouvais bénéficier de ces 25% en contrepartie d'une détention minimale de 7 ans. Ce qui est bien, parce que c'est quand même un encouragement de l'État sur certains types d'entreprises. Donc, prenons ce qui est bon, hein. Mais l'idée, c'est d'éviter un effet d'aubaine, de dire tiens, j'investis là et puis dès que je peux, je sors. Non, si on investit dans une entreprise, historiquement, c'était à ça que ça servait. On investit dans une entreprise, c'est pour la soutenir, idéalement sur le temps long. On n'est pas en train de boursicoter ou de faire du trading haute fréquence. Et donc voilà, c'est 7 ans. On est sur un investissement où clairement, les gens, ils le font pour le sens. Et donc, ça dure là. Si l'idée, c'est d'avoir de l'épargne disponible à 6 mois, il vaut mieux faire un compte à terme. Bah, ça tombe bien, on va faire une transition facile avec des sujets d'investissement, puisqu'on a commencé à en parler. Pour ça, on va accueillir Rémi Douchet, qui est notre expert Sapiens et qui a des questions à te poser. Donc, on accueille Rémi Douchet. Marc, ravi d'échanger avec toi. Je pense que c'est très intéressant pour la communauté Sapiens de partager ta riche expérience d'entrepreneur, mais aussi et surtout celle d'investisseur. Et c'est à cela que je vais m'atteler dans cette partie du podcast. J'ai tendance à penser qu'on utilise souvent les mauvais termes quand on parle de conviction responsable, conviction durable, parce qu'en fait, c'est pas un sujet de conviction, c'est plus un constat. Et je pense que tu fais partie des échos éveillés, échos conscient que le sujet, c'est pas une question de conviction, c'est juste une question de pragmatisme et il n'y a pas de choix. Enfin, on connaît la trajectoire de la planète et qu'en étant un peu clairvoyant, on doit s'obliger à l'aider à dévier de sa trajectoire et faire mieux. Ma question, moi, c'est la suivante, c'est comment on peut faire quand on est un investisseur et qu'on a la chance de pouvoir investir et de pouvoir du coup faire bouger des choses. On peut faire bouger des choses sans investir aussi, mais voilà, pour être en cohérence, sachant que, on le sait tous, le monde de l'investissement, s'agissant des investissements impact ou responsables à minima, n'est pas encore un univers mature. Et donc, tout à l'heure, tu utilisais le terme, je rebondis sur les termes que tu as utilisés, faut être all-in. Comment on peut être all-in quand on a en face de soi un univers d'investissement qui lui permet pas d'être all-in parce qu'il n'est pas encore complètement à jour, il s'est pas encore mis, alors il est en mouvement. Et voilà, donc ça c'est ma première question. Oui, donc effectivement, moi quand j'ai eu la chance d'avoir justement un patrimoine plus important et qui me faisait me poser ces questions-là, déjà être all-in, c'est pas fréquent. Je sais pas si tu le vois dans tes clients, mais c'est quelque chose de rare. Et plus le temps passe, moi je pensais aller rencontrer plein de gens comme moi. En fait non, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont très motivés par l'impact, qu'il faut que la planète ça va pas, voilà. Tout le monde partage des constats, tout le monde on fait des beaux dîners, on se parle de ça, on est tous sympas. Il n'y a personne qui fait rien, et j'exagère à peine. Être all-in, donc ça veut dire réaliser que si on a des sous, on va intégrer l'ensemble des critères qu'ils font pour prendre les bonnes décisions. Et je pense que le premier sujet, l'investissement, ça a toujours été une histoire de performance-risque. Ça, tout le monde connaît ça parfaitement. Donc, je veux un placement performant, mais c'est plus risqué, ou je veux un truc pas trop risqué parce que j'aime pas perdre mes sous, mais je vais pas en gagner beaucoup. Et ce truc-là, il nous gangrène au moins autant que la notion de PIB dans nos économies. C'est ce rapport-là qui est sur une dimension. Par moment, l'espèce humaine m'atterre, dans le sens où on a l'impression on se revendique intelligent, mais il faut tout qu'on regarde en une dimension ou 2 dimensions maximum. On est quand même c'est fou. D'ailleurs, performance risque, plus pour la petite histoire, c'est pas 2 dimensions, c'est une dimension. Parce que si tu bouges l'un, tu bouges l'autre. Donc c'est 1 degré de liberté. Et donc voilà. Et donc le principal truc à faire, quand tu commences à réfléchir à l'impact que tu as sur le monde et comment ton argent peut t'aider à avoir un impact différent, c'est repenser à la notion de risque. C'est risque pour toi, ou c'est le risque pour la planète. Et est-ce que tu penses pouvoir dissocier, d'ailleurs, si on va un peu plus loin, le risque pour toi du risque de la planète ? Est-ce qu'il est possible de prendre un risque pour la planète qui ne soit pas un risque pour toi ? Alors ça, moi, j'aimerais bien... il y en a quelques-uns qui croient ça. Il y a Mark Zuckerberg, il y a Elon Musk, donc il y en a un il y a Jeff Bezos, il y en a un qui se dit qu'il va s'enfuir sur une autre planète, qu'on va aller chercher les minerais ailleurs. Et puis l'autre, il se dit, si ça tourne mal, j'ai un bunker à Hawaï. Là, si vous avez vu les news, là récemment, il y a pas mal d'articles sur le nouveau bunker à Hawaï de Mark Zuckerberg.
avec les gros titres des journaux qui disent « Et s'ils savaient quelque chose que nous ne savons pas ?» Je sais pas, le truc que tout le monde raconte depuis 60 ans. Des milliers de scientifiques, enfin, je sais pas. Oui, il a lu sûrement les mêmes rapports que nous. Et il s'est juste dit que lui, il allait y répondre seul. Et donc, alors moi, je vais être très franc, hein, même si j'ai pas du tout les mêmes moyens que lui, à un moment, quand on commence à avoir de l'argent, ça travaille tout le monde un peu de la même façon. C'est-à-dire, et si je m'achetais un petit havre de paix, au cas où ça tourne mal. Alors moi, je suis passé par là un peu, je suis en train d'en revenir complètement, parce que je me suis dit un truc, c'est que déjà, j'ai essayé de cultiver mon potager, et c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Donc je me suis dit, s'il faut faire bouffer ma femme et mes enfants avec, c'est pas... Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'essaie d'aider les agriculteurs, parce qu'ils le font mieux que moi. Et puis après, l'autre truc que j'ai réalisé, c'est, je dis, ouais, mais je vais pas faire un stock d'antibiotiques, ça c'est débile, quoi. S'il m'arrive un truc, en gros, c'est pas juste prendre du paracétamol et des antibiotiques. Et puis après, l'autre truc qui m'avait fait rire, parce que ce qui est marrant, c'est qu'on arrive rapidement au bout de ce modèle-là. Enfin, dans le raisonnement, faut 1 heure finalement. Imaginons que je sois plus malin que les autres et que je stocke de la nourriture, que j'ai un bunker climatisé. Voilà. En vrai, il faut vraiment que ce soit un bunker. C'est-à-dire que la condition pour survivre seul dans un monde qui va très mal, c'est avoir un fusil et apprendre à tirer. C'est ça que ça veut dire. Et les gens qui me disent, mais je fais un potager de ça, je dis, oui, mais est-ce que tu as un fusil ? Parce que les gens, ils sauront que tu as un potager et que tu as des réserves, donc ils viendront te chercher. Donc, il faut arrêter avec cette histoire. Ces gens-là qui font des bunkers, c'est triste, c'est les mêmes qui nous enfoncent droit vers la catastrophe, et ils se font des bunkers. Donc, la question, maintenant, c'est le risque. Notre risque individuel, il est intimement lié à notre risque collectif. Et il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. C'est parce que ça va mal collectivement que, de toute façon, individuellement, on n'arrivera pas à se sauver. Une fois que tu as dit ça, le risque financier, il me paraît extrêmement dérisoire à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les gens qui se disent, tiens, j'investis pas dans l'impact parce que c'est moins rentable que les autres trucs que j'ai par ailleurs, c'est des gens qui se disent, en fait, continuer à défoncer la planète, ça marche. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore réalisé qu'on creuse notre trou. Et donc, que vaudra cet argent ? Et en fait, il y a quand même des gens qui commencent à le dire là, donc c'est pas des zadistes qui aiment vert, machin, qui veulent. Parce que c'est quand même souvent la critique qu'on peut avoir quand on tient les propos que je tiens présentement. C'est des gens qui disent, en fait, quid des actifs pétroliers dans 20 ou 30 ans, ou même dans 10 ans. C'est-à-dire qu'au moment où on se rend compte que ce truc-là n'a plus d'espoir ou d'avenir, est-ce que finalement un investissement considéré comme extrêmement rentable à l'heure actuelle l'est vraiment dans 10 ans ? Et alors ça, c'est quand même assez intéressant parce que même dans l'univers de l'investissement, qui est quand même moins long terme qu'il l'a été peut-être à une époque, on raisonne quand même souvent, notamment dans le monde du private equity ou les personnes formées sur des horizons à 7-10 ans. Moi, ce que je dis juste, c'est qu'à 7-10 ans, votre appréciation du risque n'est pas la bonne. Et que peut-être que vous vous fourrez le doigt dans l'œil sur le fait que ce truc-là rapporte réellement du 8, 10, 12% de TRI. Alors après, comment on fait pour être all-in dans l'impact ? En fait, c'est simple, c'est que tu peux pas être all-in dans l'impact et tu dis l'univers ne s'y prête pas. Pourquoi il s'y prête pas ? Parce qu'il y a une comparaison à côté entre investir dans l'impact versus ne pas investir dans l'impact. Si tu as le choix de ne pas investir dans l'impact, que personne ne t'éveille au fait que le risque il est bien plus grand qu'un simple risque financier et individuel, et que tu regardes un placement froidement en disant il y a celui-là qui, niveau de risque modéré, 7% d'un côté, 3-4% de l'autre, donc 7% pour un truc qui n'est pas vertueux et 3-4% pour quelque chose qui essaie de faire un effort, lequel tu prends ? Il faut quand même avoir un sacré luxe et de sacrés moyens pour se dire que tu prends le truc à 3-4%. Ce que certains vont ensuite apprécier comme de la philanthropie, fondamentalement. Dire, voilà, tu as fait un effort, tu as fait ta bonne action. Donc voilà. Et après, alors là où ça me fait un peu disjoncter, c'est que du coup, il y a quand même des gens qui le font. Ils vont se dire, moi je fais 10% impact. D'ailleurs, c'est un peu la logique des fonds 90-10 ou ce genre de choses. C'est je vais faire 10% de bien. Et en fait, ça s'arrête là. Et tu as envie de leur dire, mais et les 90%, c'est quoi alors ? Tu es capable. Et moi, je trouve que si je tolère que les gens soient mal, d'une certaine manière, informés et du mal à comprendre ça, parce que moi je suis passé par là et on est quand même très nombreux à être passés par là il y a quelques années à peine, le truc que j'ai le plus de mal à accepter, c'est les gens qui ont les moyens, fondamentalement, qui se posent ces questions-là, se revendiquent faire l'impact et arrivent à se dire on fait de l'impact en faisant un pas en avant, 10 pas en arrière. Si tu as compris, tu peux pas faire ça. C'est pas possible parce que tu peux pas dire je creuse mon trou 10 fois et je remets une petite pelle une fois. C'est pas possible. Voilà. Et ça, c'est ce que je côtoie moi à peu près tous les jours dans mon univers.
Et Marc, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, quand il faut prendre ces décisions d'investissement, il faudra ajouter un critère clairement extra-financier, et que finalement, c'est une perf ajustée du risque climatique, un peu comme on parle du PIB de extra-financier et du bonheur, enfin de l'indice du bonheur et pas l'indice juste de la croissance. C'est que finalement, un peu comme, c'est une histoire de miroir aux alouettes, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on fait une bonne affaire en ayant un bon rendement, mais en fait, ce rendement, il va peut-être continuer, mais en fait, le remboursement du capital qui sera investi sera zéro, parce que l'actif n'existera plus le jour où la planète cessera où l'actif cessera d'exister, comme le pétrole ou les matières qui vont disparaître un jour. Et donc, est-ce qu'il faudrait pas, et moi je trouve que c'est très intéressant comme sujet, finalement, faire comme certains font, des calculs, nous, nos clients chez Ivesta, on fait ça aussi, mais une performance ajustée du risque, mais là, une performance ajustée du risque extra-financier, climatique, et du coup, faire un calcul mathématique très pragmatique pour que l'investisseur se rende compte qu'en fait, peut-être qu'il fait 7%, mais 7% fois 0 demain, il vaut mieux faire 3% fois 100 pendant 30 ans, quoi. C'est oui, c'est exactement ça. 2, pour moi, c'est une notion effectivement de risque ajusté, mais ça voudrait juste être clairvoyant sur ce que veut dire le risque, parce que fondamentalement, il n'y a toujours qu'un critère, c'est le risque. C'est le risque. Et derrière, la question, c'est combien de points de TRI vaut l'habitabilité de la planète. Et ça, en fait, tu n'as pas besoin de faire le calcul. C'est ça qui est absurde. C'est que moi, je parle, pour être politiquement correct, de dépréciation des actifs pétroliers à horizon 10 ou 15 ans ou 20 ans. Ça, c'est pour parler le même langage que tout le monde, mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est, même si ce placement, c'est zéro, si tu commences à mettre n'importe quel pouillème de TRI, pas pouillème justement, mais de pourcentage de TRI sur l'habitabilité de la planète, tous tes placements dégueulasses, ils vont être à moins 1000% de TRI. Et en fait, c'est ça qu'il faut arriver à réaliser. On n'est pas en train d'ajuster une performance de 7 à 3. Donc de toute façon, il va falloir arrêter d'investir dans les trucs qui creusent notre trou. Tous les trucs qui ouvertement ne vont pas dans la bonne direction, on ne peut pas continuer d'investir là-dedans. Donc effectivement, c'est dur de considérer que on peut être all-in dans l'impact à partir du moment où il y a plein de trucs qui ne sont pas vertueux à côté. Mais fondamentalement, ce que ça invite à faire, c'est de repenser, c'est un peu le truc qui moi m'anime en ce moment, c'est la notion de business utile, voire plutôt essentiel. Alors c'est quoi essentiel ? Essentiel, c'est manger. Utile, ça peut être quand même d'avoir des loisirs, ou de faire de la musique, ou de l'art, ou de lire, ou de s'éduquer. Évidemment, c'est à la fin, tu peux survivre sans faire tout ça, mais fondamentalement, tu es sur des niveaux très très bas de l'échelle des besoins. Demain, pour moi, tout ce qui n'est pas de cet ordre-là, utile ou essentiel, fondamentalement, ça n'a pas de raison d'exister. Parce que ça peut être aussi décarboné que tu veux. Tu vas pas faire de la pub décarbonée, tu vas pas faire du voilier de luxe décarboné, tu vas pas faire du... Ça n'a pas de sens, parce que déjà, décarboné, en vrai, c'est jamais décarboné, c'est t'aimer du carbone et puis t'essaies de compenser par certains artifices comptables. Mais donc, pour ne pas émettre du carbone, et surtout, parce qu'on parle souvent du carbone, et c'est le plus simple peut-être pour tout le monde de comprendre, mais fondamentalement, tu as toutes les autres limites qui sont compliquées, d'exploitation des minerais, de pollution atmosphérique, de perturbateurs endocriniens, de plastique, de machin. Enfin, bon, le tableau, il est quand même pas rose. Donc voilà, tu es obligé de juste te poser la question de dans quoi on veut investir. Et effectivement, je te rejoins. Moi, j'ai rêverais de tomber sur des fonds ou des gens qui me disent... J'ai réfléchi, là, je ne l'ai pas fait en regardant des boîtes qui avaient des trajectoires de décarbonation. Parce que ça, c'est un peu ce qu'on trouve dans l'univers de l'impact. Et j'avoue que moi, je suis obligé de faire un peu ça parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup mieux. Moi, j'aimerais qu'on me dise, je t'ai fait un portefeuille, c'est que des boîtes qui sont utiles pour le monde de 2050. Dans lequel je pense que Fèvre rentre, et puis il y a évidemment d'autres boîtes qui rentrent. Il faut manger, il faut se soigner. Moi, je ne suis pas anti-innovation. Je pense qu'il va falloir qu'on innove aussi dans la santé. On va avoir quand même un certain nombre de problèmes de santé publique sur lesquels il va falloir qu'on soit plus malin qu'en 1950, c'est sûr. Donc, il y a de la place pour de l'innovation, mais dans des secteurs très, très ciblés et pour des choses qui sont utiles. Il y a d'autres endroits où je pense qu'on pourrait... J'ai vu un article édifiant hier, c'était le mec qui s'est dit qu'il allait faire des glaçons de luxe pour les Émirats arabes. Donc il va aller... Il fait un truc propre, hein, c'est quand même, il y a la banquise qu'ils font, il va récupérer des trucs de très grande qualité parce que c'est de la glace qui s'est formée il y a 100 000 ans, et puis il va l'acheminer. Alors pour l'instant, c'est pas complètement propre, tu comprends, parce qu'il y a un peu de carbone qui est mis quand même dans le transport pour aller le transporter dans les pays où il fait 50 degrés, mais il va le décarboner, ça. Ça, c'est une start-up. Tu dis, mais... What the fuck, quoi. C'est pas possible. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement tu parles d'utilité, d'utilitarisme, mais finalement c'est presque darwinien, c'est-à-dire qu'en fait si
on ne s'attache pas à investir là où c'est utile, finalement, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 100 ans, de toute façon, il n'y a plus de planète. Donc, le vrai sujet, c'est d'être très pragmatique, et c'est ce que j'aime bien dans tes posts qu'on peut lire sur LinkedIn, c'est que c'est une question... Enfin, c'est pas d'être un Khmer vert, c'est d'être extrêmement clairvoyant sur le fait qu'en fait, on n'a juste pas le choix. En fait, il peut y avoir des gens qui sont opportunistes dans le fait d'investir dans ce qui est responsable ou ce qui a impact, parce que probablement que comme on n'a pas le choix, finalement on fera de la belle performance, mais c'est surtout juste qu'on n'a pas le choix. C'est en dehors d'être opportuniste ou d'avoir une conviction, c'est juste que l'univers de l'investissement doit se mettre au diapason et au rythme de ce que la planète permet la trajectoire qu'elle sera en capacité d'accueillir. Moi, j'avais une autre question. Tu parlais tout à l'heure tu crois pas à la dictature verte, mais moi, je pense que c'est quand même aussi important aujourd'hui, c'est que l'univers de l'investissement, il est extrêmement large. Est-ce qu'il y a des domaines d'investissement, alors tu l'as un peu évoqué, donc je vais pas te refaire revenir là-dessus, mais est-ce qu'il y a des domaines d'investissement qui devraient plus exister? Est-ce qu'il y a des réglementations, des régulations qui devraient intervenir pour éviter, parce que comme on a compris, la prise de conscience, elle prend du temps, il y a encore une bonne dose d'individualisme chez les investisseurs. Est-ce qu'il faudrait réguler plus fortement pour éviter justement qu'il y ait des dérives qui entraînent en fait cette trajectoire un peu incontrôlable de la planète, du réchauffement climatique et du non-respect du projet de 2050 pour l'instant? Donc c'est réglementation, mais pas que sous l'angle de l'investissement que tu me demandes, c'est ça? Oui, en fait, c'est peut-être avec le regard de l'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout faire. Rien n'est plus ou moins interdit. Alors, si ce n'est qu'il y a des labels qui imposent certains fonds de ne pas investir à droite à gauche, mais on connaît la solidité des labels. Le principe du label, c'est que c'est surtout un label. Et donc, moi, je me dis, est-ce que tu penses qu'on pourrait aller plus loin dans l'entourage de cette réglementation qui est hyper light en fait aujourd'hui, s'agissant du... Oui, alors moi je maîtrise assez mal les sujets réglementaires, et notamment tout ce qui arrive, la SFDR. Je pense qu'il y a une montée en puissance quand même de ces réglementations. Il y a de plus en plus de moyens d'identifier ce qui est ce qu'on appelle l'article 8, article 9, qui est des choses finalement qui sont arrivées et qui ont été popularisées un peu après que moi j'ai ces convictions. Donc je suis pas aussi doué sur la réglementation que sur l'intention, pour finir. Mais je pense que pour moi, c'est la notion d'utilité, parce que je dis souvent impact, parce que les gens ils parlent d'impact, impact investing et machin, donc je reprends les termes consacrés pour que les gens comprennent, mais pour moi, c'est plutôt d'utilité de ce qu'on fait. Ça renvoie, tu vois, FEF, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Il y a un label en France qui s'appelle ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Alors ça connote très social, alors qu'il y a... des questions aussi au niveau environnemental. Donc quand tu regardes la définition, elle est élargie. C'est pas que la lutte contre les inégalités qui est évidemment nécessaire, mais c'est aussi tout ce qui concerne le développement durable. Ça, il faut savoir que ça représente 10% de l'économie en France. Donc ça veut dire que si tu te dis que dedans il y a les sujets sociaux ouvertement et les sujets environnementaux ouvertement, ça veut dire que 90% du reste, on s'en fout. J'exagère, je pense, à peine. Alors évidemment, il y a ceux qui pourraient l'être et qui ne sont pas labellisés. Pourquoi ? Parce que dans un label ESUS, tu as aussi des questions, mais qui vont dans le même ordre, de réduction des inégalités, où en fait tu t'imposes un plafonnement d'un écart de salaire entre les personnes les moins payées dans ta boîte et les personnes les mieux payées, avec des écarts qui vont, alors c'est en moyenne, et tu prends les points moyens et puis les extrêmes, mais c'est de l'ordre de 5 à 7. Donc ça veut dire que tu resserres aussi vachement l'échelle des salaires. Donc quelqu'un qui aurait un business ultra vertueux, mais qui a quand même envie de se payer 20 fois ou 30 fois le SMIC, il ne peut pas le faire, il ne peut pas être ESUS. Donc voilà, ça porte peut-être une petite limite pour certains. Mais tout ça pour dire que fondamentalement, la vraie question, c'est de repenser l'utilité de nos métiers. Donc moi, c'est vrai que quand je me prends à rêver de ce qu'on pourrait faire, un des premiers trucs qui me vient à l'esprit, qui dépasse le cadre de l'investissement, mais du coup, il ne faudrait pas investir là-dedans non plus, c'est la pub. La pub, à l'heure actuelle, c'est essayer de te faire acheter un truc dont tu n'avais pas spécialement besoin. A priori, tu n'es pas toujours en train de regarder, toi, les pubs pour les 3 légumes que tu veux acheter, parce que tu achètes tes légumes parce que tu en as besoin. Donc la pub, c'est pour ton prochain voyage, ton prochain SUV, ton prochain truc qui ne sert à rien. Les voyages, ça sert, c'est pas ça que je veux dire, mais la pub t'incite à avoir des comportements comme ça. Moi, un des trucs qui est le plus désagréable, je disais, c'est pas de pas prendre l'avion, c'est que mes pères prennent l'avion. Mais c'est aussi de voir les pubs pour l'avion quand je suis dans le métro ou que je me balade, parce que moi aussi, j'ai bien envie d'y aller. Donc là-dessus, on pourrait
aller dans une direction. Enfin, pour moi, il y a des quick wins quand même qui sont assez majeurs. On pourrait se dire qu'à un moment, on a interdit la pub pour l'alcool parce que c'était un problème de santé publique. Pourquoi ? À partir du moment où c'est pas un problème de santé publique, mais c'est un problème de santé publique au cube, pourquoi on ne fait pas une interdiction ? On peut se la faire sur 3 ans si on a envie, pour commencer gentiment en année 1 et puis accélérer en année 2 et 3, mais on interdit la pub pour les voyagistes. C'est pas parce qu'on n'aime pas le voyage ou qu'on pense pas que ça éveille les cultures, c'est juste parce qu'on n'incite pas les gens. Les gens le feront s'ils le veulent et s'ils le peuvent, mais on va pas leur dire tous les matins qu'il faut qu'ils partent en voyage. De la même manière qu'on n'a pas besoin de leur dire de changer leur SUV maintenant. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Donc il y a l'univers de la pub qui pour moi est quand même hautement critiquable. Et à contrario, attends, je vais te dire un truc qui est quand même assez frappant, c'est que moi j'ai besoin de me faire connaître du grand public pour que les gens se disent c'est important d'investir dans des projets comme FEV et les autres alternatives. Le but c'est pas de faire de l'autopromo, mais le simple fait qu'il y ait des gens qui soient prêts à payer plus que moi pour faire de la pub fait que moi je suis pas visible. Donc c'est une concurrence déloyale. Double effet qui se coule. Donc c'est quand même voilà. Donc il y a la pub, il y a évidemment tout. Bon, le secteur des énergies fossiles, on te dit quand même, c'est l'ONU, l'Agence internationale de l'énergie. Enfin en gros c'est le GIEC évidemment, qui te disent qu'il faut pas faire des nouveaux projets. En fait, si on sort le pétrole de terre, on va le consommer. Il n'y a pas vraiment même s'il y a des débats sur cette question, il n'y a pas vraiment de solution. On va le sortir, on va le consommer. Donc en fait, il ne faut pas faire des nouveaux projets. Il ne faut pas attendre que la demande baisse pour se dire que l'offre du coup baissera. Donc on ne fait pas des nouveaux projets. Ça, il y a de plus en plus de fonds. Il y a eu un débat sur l'ISR récemment, mais il y a de plus en plus de fonds qui pratiquent des critères d'exclusion sur les énergies fossiles, avec beaucoup d'hypocrisie derrière, parce que si je comprends bien, d'un côté tu finances pas les projets d'énergie fossile, mais tu finances les gens qui les financent. Il y a des effets un peu de toujours des moyens de contourner le truc. Donc voilà. Mais en gros, voilà, de manière générale, pour moi la suite des trucs comme les articles 8, article 9, c'est quelle est l'utilité première de ton business et à quoi ça sert. Et quand tu passes ça à ce filtre-là, ce qui est un peu ce que moi je fais dans chacune de mes actions ou raisonnements, t'es vite limité, parce que tu te dis, mais en fait, pas grand-chose, quoi. C'est pour ça que les gens, tu sais, la quête de sens, qui a été théorisée, les bullshit jobs, tout ça, c'est la même cause. Non, c'est sûr. Moi, je veux rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, pour se mettre en chemin vers le 2050, 2 tonnes, et on voit bien qu'on en est tous très loin aujourd'hui, ça veut dire d'être moins énergivore, a priori moins consommé. À la fois, c'est une bonne nouvelle parce qu'on considère que si on est dans une sobriété plus grande, ça coûte moins cher, donc c'est plus facile d'aller vers une solution moins onéreuse qu'une solution plus onéreuse. En tout cas, c'est plus universaliste, on va dire. Aujourd'hui, moi, la question que j'ai envie de te poser, mais c'est pas spécialement à toi que je pose la question, mais c'est une question de réflexion presque philosophique, c'est est-ce que les modèles de réussite de notre société aujourd'hui sont compatibles en fait avec cette sobriété heureuse ou en tout cas en objectif. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on réinvente des modèles dans notre capitalisme qui a plutôt tendance à prôner l'accumulation, la transmission ? Il y a des super évolutions. On a vu, tu connais, je crois, le fonds 2050 qui a réfléchi à un modèle de détention de la société de gestion avec un fonds de pérennité. Donc là, on est complètement dans l'inverse de l'accumulation parce que finalement, la société de gestion de ce fonds d'investissement dans l'impact n'appartient pas à ses fondateurs. Elle est donnée à la planète, en fait, puisque c'est un fonds pérenne. Moi, je veux t'interroger sur ce sujet-là parce que c'est une vraie question que je me pose pour tous ceux qui qui évoluent dans l'univers de la tech, mais pas que, et qui ont un peu réussi. C'est finalement, on prône les levées de fonds, la réussite, les cartons, les IPO. Est-ce que c'est compatible avec une sobriété plus grande, souhaitable, pour que la planète continue à exister et que nous aussi, on soit encore en vie, nos enfants, nos arrière-enfants, dans 40, 50 ans, 100 ans? Oui, il y a plusieurs questions dans ce que tu dis, mais le modèle de réussite qui est basé sur l'argent, c'est pareil, ça fait partie des sujets qui me mettent mal à l'aise parce que quand tu as la chance d'en avoir, c'est facile de le dire. Mais oui, moi j'aimerais que, par exemple, j'ai eu un petit débat sur LinkedIn hier sur une histoire d'utilité des véhicules, et puis à un moment je dis oui, mais c'était la comparaison entre combien de personnes tu trimbales avec une voiture versus un vélo, et puis qu'est-ce qui est le plus énergivore. En gros, vous montrez que la plupart du temps, dans une voiture, la stat c'était 1,2 personnes par véhicule, que dans Paris tu roules je crois en moyenne à 14 km/h quand tu es en voiture, donc en fait si tu as un vélo normal ou même à assistance électrique, tu te portes mieux pour finir. Bref, tout ça pour ça. Et donc il y a quelqu'un qui me prend
soi-disant flag d'être bobo écolo, et c'est encore une réflexion, toi, de bobo écolo, de dire qu'on peut être en vélo. Comment tu fais pour trimballer les gens sur 500 km, c'est ça. Et je sais plus pourquoi, je dis, oui, mais en fait, avec un BMW X6, que je prends comme exemple parce que c'est une voiture complètement surdimensionnée, complètement scandaleuse à mon sens, je dis, en fait, tu transportes toujours au max. Déjà, en moyenne, tu vas transporter 1,2 personnes parce qu'a priori, les gens qui ont ça, ils sont dans Paris et vont au boulot avec. Mais surtout, même si tu les transportes sur 500 km, tu transportes 4 personnes. Et avec mon C4, moi, je transporte 5 personnes, en fait, pas 4. Et j'ai un plus grand coffre. Et je pèse 1 tonne de moins. Je consomme 2 fois moins que ça. Bon, bref. Et voilà, on rentre dans un petit échange et il me dit il faut pas être jaloux, mon bon monsieur. Et en fait, alors après, tu veux pas dire, mais en fait, mais le X6, je peux l'acheter. Évidemment que je peux l'acheter. Donc ça renvoie au modèle de réussite. Parce que je lui dis que X6, c'est pas une bonne idée, je suis jaloux. Et donc en fait on a un problème là-dessus, c'est que le voyage est un symbole de réussite, partir à Bali c'est un symbole de réussite, avoir une Mercedes ou BM ou autre rutilante c'est un modèle de réussite, et effectivement avoir beaucoup d'argent sur son compte en banque c'est un modèle de réussite. Je dois t'avouer qu'effectivement moi j'aimerais un jour qu'on se dise que Marc il a réussi parce qu'il a embarqué plein de citoyens dans FEV. C'est ça que j'aimerais qu'on se rappelle de moi, quoi, d'une certaine manière. Et ça, c'est voilà, il faut qu'on arrive tous à se dire ça, quoi, parce que sinon c'est mal barré. Il y a aussi, moi, il y a une question qui me taraude que j'ai pas évoquée au début, mais il y a certains entrepreneurs ou pas que des entrepreneurs d'ailleurs qui disent mais moi je veux réussir énormément parce que j'aurai un levier pour faire bouger les lignes bien plus puissant. Et donc à la fin, la question que j'ai envie qu'on se pose, c'est est-ce que la fin justifie les moyens? Parce que tu peux finalement, pour accumuler, devenir plus riche, arriver à des travers qui sont complètement contre la cohérence avec des principes, une philosophie, une idéologie, juste pour plus tard être beaucoup plus force de mouvement. Alors ça, c'est une grosse excuse. Moi, au moins, je suis content de ne pas être passé par là. Je l'ai fait de manière très différente, c'est que je m'étais dit que je voulais me mettre à l'abri et que j'aimerais un jour avoir les moyens de faire ce que je veux, et dans une posture qui m'énerve un peu quand je repense à moi d'il y a 12 ans, mais qui au moins était cohérente avec ça. Je m'étais pas dit je vais faire ça pour faire le bien après, parce qu'à l'époque j'avais pas cette connaissance ou cette conviction profonde de l'urgence, où je m'en rendais pas compte, quoi. Donc je m'étais dit juste je me mets à l'abri. Quand ça a marché, je me suis senti la responsabilité de absolument utiliser l'argent pour faire un truc bien. Donc il y a ce côté un peu Robin des Bois. Par contre, à l'heure actuelle, si je devais le refaire, je pense pas, j'espère pas, que je serais capable de me remettre dans cette dynamique consciemment, de dire je m'en fous de ce que je fais du moment que j'apporte de l'argent, parce qu'après je l'utiliserai bien. Parce que le problème, c'est que, comme on le disait, la trajectoire sur 2050, déjà 2050, c'est, tu vois, quand on était à l'école, 2050 c'était loin, maintenant ça commence à se rapprocher. Donc déjà, chaque année compte, la trajectoire compte. On peut être à 2 tonnes en 2050, comme je disais tout à l'heure, mais il ne faut pas émettre d'ici là 50 tonnes par personne chaque année. Donc on ne peut pas juste se dire on fait n'importe quoi parce qu'après on fera mieux. Déjà, le nombre de gens qui tentent une aventure entrepreneuriale qui un jour réussira suffisamment pour avoir ce loisir-là, comme tu as un effet un peu de fenêtre, il y en a 100 qui tentent et quelques-uns qui réussissent, tu vas avoir quand même sacrément beaucoup de monde qui fait de la merde pour à la fin assez peu qui réinvestissent utilement leur argent gagné. Donc ce truc-là, il tient pas. C'est un peu une excuse. Pourquoi ? J'ai eu cette discussion récemment d'ailleurs. C'est pourquoi ? C'est parce que les gens, ils comprennent bien que ça va plus là. Donc ils arrivent même plus à se le justifier eux-mêmes. Ils savent bien qu'il va falloir trouver une excuse. Pourquoi ça passe encore ? C'est parce que je me dis que le moment venu, je ferai quelque chose de bien. Sauf que, moi, les discussions que j'ai avec des clients de Family Office, typiquement, c'est pas ce qu'ils font. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au moment où il faut être courageux et prendre son risque, son pseudo-risque à 3% ou à 2% ou à 1%, eh ben, ils le font, mais marginalement. Et ils ne sont pas all-in, et ils ne le sont pas tous. Donc il y a ceux qui ne sont pas conscients, il y a ceux qui sont un peu conscients et qui ne le font pas, et puis voilà. Donc la probabilité qu'il y ait beaucoup de gens qui gagnent 10, 20, 30, 50 millions et qui ensuite passent à l'action, elle est finalement faible. Je voudrais rebondir sur une trame de fond sur la notion de transmission quand on a un peu de patrimoine et que justement on se dit qu'est-ce que je veux laisser à ma destinée, mes enfants et tout ça. Est-ce que finalement dans ce phénomène d'accumulation où quand tu transmets à tes enfants, on ne fait qu'accumuler parce qu'on transmet à la génération d'après, c'est quoi ta vision, comment qu'est-ce qu'on doit transmettre à ses enfants ? Je ne parle pas que de transmettre de l'argent. C'est quoi ce passage de témoin qu'il faut faire
faire pour ses enfants, parce que je pense qu'il y a aussi dans le modèle de réussite, il y a cette notion de transmission qui est aussi un petit caillou dans la chaussure, parce qu'on se dit qu'il faut absolument transmettre à ses enfants ce qu'on a réussi à construire pendant sa vie, mais c'est pas toujours un cadeau, et notamment eu égard à toutes les discussions qu'on a depuis le début de ce podcast. Bah oui, en fait, c'est ça. Tu peux te dire, si tu raisonnes au niveau individuel, tu veux transmettre quelque chose qui permet de se prémunir et de mettre ta famille à l'abri. En fait, on a tous voulu, je pense, dans l'univers de l'investissement ou du travail ou de la réussite, le but, c'est de mettre sa famille à l'abri. Moi, c'est ce que j'ai commencé par faire quand j'ai eu quelques sous. J'ai commencé à me dire, une assurance vie pour les enfants. Je pense que ce truc-là évoluera dans le temps. Parce que dans le modèle actuel, où on n'est pas capable de prendre soin de nous et de notre planète, tu as toujours envie de te dire, tu vois les risques grandissant, donc tu as un peu envie de te protéger. Tu te dis, bah voilà, au moins ils auront ça. Mais ce truc-là, il tient pas la route non plus. On est d'accord. C'est pas du tout. Moi, je sais très bien que ça doit évoluer. Ça renvoie à la question de. En fait, si tu y penses, c'est quand même assez absurde de se dire, voilà, j'ai quelques millions et je vais les transmettre à mes enfants. Mais ils ont fait quoi, tes enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait à part naître dans la famille douchée ou bâtie? Non, ils sont. Moi, je les ai pas eus, je m'en suis très bien porté. Pourquoi est-ce que c'est pas un jeu qui se remet à zéro à chaque fois, ça? À zéro, ou après, tu vois, ça dépend quel est ton niveau de radicalité sur la question. Moi, je pourrais concéder qu'il y ait un peu d'héritage. Mais même les limites que je mettrais, si tu me demandes, enfin, tu vois, tu pourrais dire, on met une limite à 100 000 euros. Mais même 100 000 euros, moi, je les ai pas eu en héritage. Ou de toute façon, tu les as souvent bien plus tard. Donc la question, c'est plutôt les centaines de milliers ou les millions que tu vas donner en avance à tes enfants pour qu'ils puissent en jouir alors qu'ils ont 20, 30 ans ou 40 ans. Ça n'a aucun sens. Donc, et après, ça renvoie aussi à la question de est-ce que collectivement, on est capable de prendre soin des générations futures? Donc, si tu n'étais pas inquiet sur la vie de tes enfants et leur retraite et le fait qu'ils puissent aller à l'école et se loger décemment, tu n'aurais même pas ce réflexe en fait d'avoir l'héritage et de vouloir les mettre à l'abri. Et tu pourrais remettre ce patrimoine à zéro à chaque génération. Imagine quand même avec tout ce qui est pas prélevé en héritage à l'heure actuelle. Et on sait très bien que, enfin, je pense, ça tu me confirmeras, tu sais mieux que moi, que c'est comme dans l'imposition, les plus riches arrivent toujours à trouver les bonnes façons de faire pour finalement ne pas léguer grand-chose. Tu as des dizaines de milliards ou centaines de milliards en puissance qui pourraient financer des efforts massifs de transition de nos sociétés vers des modèles plus sobres, de réduction des inégalités, tout ça. Chaque fois, on va t'objecter, oui, mais monsieur Arnaud et les autres, ils créent de l'emploi, ils sont... c'est des modèles de réussite, justement. Et puis, surtout, on peut pas prélever ça parce qu'on va démanteler leur société. En fait, c'est des trucs qui ne sont pas liquides. Alors, il y a une part de vrai. C'est la société, en fait, souvent, on valorise ça à des dizaines de milliards, mais ce n'est pas liquide. Moi, ce que je me dis, alors, c'est un sujet d'ailleurs que j'aimerais creuser, c'est qu'en fait, ça serait l'occasion de remettre ces trucs-là dans le patrimoine français, parce qu'on est français, mais public. C'est que tu pourrais très bien te dire que cet héritage-là, il est... En génération suivante, la société est toujours contrôlée par la famille, parce que finalement, c'est un business qui peut-être a été créé par une famille, mais que parce que la partie qui revient à l'héritage majoritaire, j'espère, et a vocation à être finalement à ne plus appartenir à la famille, tu la mets dans un fonds de dotation qui fait que en fait, ça devient un commun. Fondamentalement, ça n'appartient plus. Ça devient un commun. Ouais. Ça peut être piloté par la famille, parce que tu veux peut-être pas casser le truc et tu veux peut-être leur permettre de développer, mais progressivement, cette famille-là, après une génération ou deux générations, elle pilote sa société qu'elle avait peut-être effectivement créée. Bon, après, on peut aussi s'interroger sur la légitimité que le successeur du directeur général ou du PDG soit le fils ou la fille du DG. Ça, tu sais, c'est aussi une vision un peu archaïque du truc. Hein. Mais comme ça, tu pourrais avoir des fonds de dotation qui de plus en plus deviennent puissants et tu recrées des communs. Et puis du coup ça permet de se poser des bonnes questions parce que tu es un peu moins motivé par l'argent à la fin. Mais donc je pense qu'on s'invente quand même beaucoup d'excuses pour se dire qu'on ne peut pas aller remettre à zéro ces patrimoines. Et effectivement, je crois que Jean-Philippe connaît mieux l'histoire que moi. C'est quelque chose qui n'est jamais vraiment arrivé dans l'histoire de nos sociétés, ce que je raconte là. Mais dans l'absolu, ce serait souhaitable. Écoute, merci. Moi, ce que je trouve très positif dans l'échange initié sur ce podcast avec toi, Marc, c'est que, alors qu'on pourrait penser, et on lit de temps en temps, que parfois l'éco-responsabilité, le fait de devenir impact peut être évoqué par certains comme un problème de riche. Et du coup, grand enjeu, hein, parce que si c'est un problème de riche, ça veut dire qu'il y en a peu qui l'identifient, parce qu'il y a peu de monde sur la planète mécaniquement qui sont riches, et que du coup, il y a un problème de résolution, parce que s'il y en a peu qui l'identifient et peu qui ont peur,
il y en a peu qui vont se battre pour éviter de tomber d'aller contre le mur, quoi. Toi, tu dis, finalement, c'est un problème qui évidemment touche tout le monde et qui en plus peut se résoudre avec la sobriété, ça coûte moins cher. Donc, la prise de conscience, plus elle avance, et ça concerne tout le monde, plus. Il n'y a pas l'obstacle financier qui est celui qu'on pourrait supputer comme étant le déclencheur, c'est-à-dire quand je suis riche, je me pose des questions et en fait, avant, je vis, je fais mon bonhomme de chemin et puis. Donc, je trouve ça très positif et je crois qu'on va pouvoir faire la transition avec le troisième interlocuteur, le deuxième interlocuteur qui est Jean-Philippe. Aurore, je te laisse passer le micro à Jean-Philippe pour continuer la conversation sur le sujet. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup Marc. Marc, quand on entend ton parcours, on voit qu'il y a beaucoup cette notion de renoncement que tu vis aujourd'hui et c'est, j'imagine, pour ça que tu as choisi d'inviter Jean-Philippe Descas et qui a écrit le livre Le courage de renoncer. Bonjour Jean-Philippe, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Aurore, merci pour l'invitation. Alors, tu connais Marc depuis quelques années maintenant. Comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés en fait parce que j'ai un podcast moi aussi qui s'appelle Oser, O-Z-E accent aigu, et en fait dans lequel je faisais des interviews de personnes diplômées de grandes écoles qui avaient opéré une bifurcation professionnelle pour s'engager dans des métiers à impact social ou environnemental. Et il y a plusieurs personnes que j'avais interviewées dans le podcast qui m'ont recommandé vers Marc en me disant il faut absolument que tu discutes avec Marc Batty, c'est incroyable ce qu'il a fait. Et du coup c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ok, et donc ce podcast Oser, en quoi ça consiste ? Alors c'est né en fait en 2020 d'une réflexion personnelle puisque je suis moi-même issu des grandes écoles, j'ai été diplômé d'HEC en 2010 et je me posais à ce moment-là, après 10 ans en tant qu'entrepreneur dans la tech, donc un peu comme Marc, du sens que je voulais donner à ma vie et notamment par rapport à la question du mur climatique que je m'étais pris, la prise de conscience en fait de l'urgence écologique. Et du coup par rapport à ça, je me suis dit mais comment font en fait les personnes qui sont issues de mon milieu social, qui ont fait des études similaires, qui sont dans des positions privilégiées, confortables par rapport à leur niveau de vie, leurs revenus, etc., pour changer de vie, pour opérer cette bifurcation et vers quoi en fait ils se dirigent. Et du coup, j'ai commencé à interviewer ce genre de personnes pour, moi, en fait, me nourrir personnellement et je l'ai fait sous la forme d'un podcast puisque je me suis dit que ça peut être utile à d'autres personnes. Donc ça fait combien de temps du coup que le podcast existe ? Ça va faire 4 ans. 4 ans. Ok, combien d'invités ? Un peu plus de 130. Belle productivité. Oui, au début, il y avait pas mal d'épisodes. J'avais vraiment en fait, je faisais que ça et j'avais une soif vraiment d'accumuler les parcours pour essayer de comprendre un petit peu les enjeux, les similitudes, de voir un petit peu aussi quelles étaient les logiques sous-jacentes en fait de ces personnes-là, si on pouvait finalement trouver quelques grandes tendances. Ok, et il me semble que c'est sur cette base-là que tu as écrit ton livre Le courage de renoncer. Est-ce que justement dans ce livre, tu as réussi à développer certaines de ces ressemblances que tu peux avoir dans les parcours ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'était pas du tout prévu d'écrire un livre, sauf qu'après une centaine d'épisodes et d'interviews, je me suis rendu compte que il y avait quand même pas mal de choses qui se recoupaient et notamment puisque j'utilisais le même guide d'entretien en fait pour les personnes, donc ça a facilité effectivement l'analyse et j'avais 3 grandes parties dans le podcast qui étaient en fait déjà pourquoi est-ce que vous avez décidé de bifurquer, c'est quoi le déclic, les déclics, votre parcours, ensuite quels ont été les freins. Et enfin, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Comment ça se passe, etc. Et j'ai un petit peu repris ça dans le livre, en ajoutant, moi, mon expérience personnelle, mon propre parcours, et aussi beaucoup en fait, de sciences sociales et humaines, pour essayer de regarder ça sous un angle, alors pas sociologique, ce serait beaucoup dire, mais voilà, avec un petit peu plus de théorie derrière. Et du coup, le livre se construit de cette manière. La première partie qui est en fait pourquoi est-ce que donc les gens diplômés de grandes écoles, âgés de 25 à 65 ans, décident à un moment donné d'opérer une bifurcation professionnelle pour s'engager vers des métiers à impact social ou écologique. Qu'est-ce qui l'émeut ? Et alors, qu'est-ce qui l'émeut ? Qu'est-ce qui l'émeut ? Beaucoup de choses très différentes en fait. Ça peut être une prise de conscience écologique, ça peut être un mal-être, un burn-out, un bore-out, donc une crise de sens, etc. Ce qu'on repère dans les parcours et qui est vraiment assez similaire à chaque fois, c'est cette idée de rupture. À un moment donné, une certaine discontinuité dans le parcours qui va favoriser le passage à l'acte. Et du coup, il n'y a pas vraiment 2 déclics, c'est plus une accumulation de petites choses qui, au fur et à mesure du temps, vont faire que, y a un moment donné, c'en est trop.
C'est un peu comme l'eau qui bout. J'aime bien cette métaphore de Ben Assayag qui dit, l'eau, elle bout à 100 degrés, mais pour atteindre 100 degrés, il a fallu qu'elle chauffe jusqu'à 100 degrés. Donc c'est un petit peu ce même processus, je trouve, qui est à l'œuvre chez ces personnes qui décident de bouger. Mais souvent, en fait, on sent que le déclic est favorisé par une rupture dans le chemin de vie. Alors ça peut être le fait, par exemple, de partir à l'étranger, comme ça a été le cas pour Marc, par exemple, ou de lire un rapport, etc. Mais quand on est, j'allais dire, dans le même train de vie, quand il n'y en a pas forcément un choc qui se produit, c'est très difficile en fait pour les gens de changer. Alors après, parfois ce choc est très brutal, hein. Ça peut être une maladie, un accident, un burn-out. C'est souvent le cas d'ailleurs, hein. La plupart du temps, on se rend compte que les gens vont vraiment prendre le mur avant de se décider à bouger, ce qui est pas porteur de beaucoup d'espoir, mais bon voilà, c'est l'analyse froide que j'ai pu en faire. Et puis après, se mettre en mouvement. Mais après, se mettre en mouvement, ça ne veut pas dire forcément agir dans ce qui est de l'ordre de l'utilité sociale ou écologique. C'est ça que j'ai pu aussi voir, c'est que derrière, en fait, il n'y a pas un frein, mais il y a de nombreux freins et tout le parcours de vie est semé d'embûches. Et quand on vient de milieux très privilégiés, de grandes écoles, qu'on peut avoir aussi un certain âge, une certaine assise dans la société, qu'on fréquente certains cercles, c'est très difficile en fait de ne pas prendre les portes de déni, comme je les appelle, qui se présentent à nous pour finalement rester dans sa position assez privilégiée et ne pas en fait bifurquer réellement. C'est quoi les principales portes de déni ? Alors, il n'y a pas forcément de porte principale de déni, mais c'est, en fait, comment vous dire ? C'est, si on prend un exemple, celui de Marc, par exemple, des portes, au lieu de faire ferme en vie, par exemple, il aurait pu se dire, je vais faire de la data pour continuer en fait dans la tech, pour faire de la tech for good, par exemple, en se disant, non, on va faire de l'innovation technologique et assez solutionniste pour finalement garder ce métier à impact. Et ça marche pas ? Non, ça marche pas, effectivement. Non, pourquoi ça marche pas ? Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Puisque pour tout un tas de raisons, c'est d'abord qui sont écologiques, qui est le fait que la technologie tend à créer plus de problèmes qu'elle n'en résout. Généralement, elle est portée sur une seule problème, et puis il y a tout un d'effets qui se présentent à elle, notamment comme l'effet rebond, qui font que derrière, son impact réel est beaucoup plus délétère qu'il ne l'a été positif pour le problème qu'on avait envisagé dans une moindre mesure. Et puis, parce que la question aujourd'hui, et ça je pense que Marc l'a très bien dit, c'est celle de la sobriété. En fait, l'urgence est telle qu'on n'est pas en train de se dire on va construire une hypothèse réponse technologique qui pourra être mise en place de manière effective partout dans la société dans 5, 10, 20, 30 ans, alors que c'est maintenant, tout de suite, qu'il faut baisser radicalement. Je pense que Marc avait donné quelques chiffres. Sur la question du climat, par exemple, que les gens maîtrisent le mieux, qui est une des 9 limites planétaires. La question du climat, en France, si on se veut égalitaire, pour respecter les accords de Paris au mieux, et donc rester sous le seuil des 1,5 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle, tous les habitants de France, leurs enfants compris, il leur reste 50 tonnes de CO2 à émettre à la fin de leur vie et pour toute la vie de leurs enfants. 50 tonnes, quand on en consomme en moyenne 9 par an, ça veut dire 5 ans. Oui, c'est ça, pardon. C'est en étant égalitaire à l'échelle de la planète, je pense. Exactement, oui, tout à fait. En essayant de partager. En essayant de partager. Mais ça veut dire 5 ans à consommation constante. Donc on ne va pas essayer de se dire on va faire une quelconque innovation technologique comme un avion vert, par exemple, n'en déplaise à certains, qui peut-être adviendra d'ici 20, 30, 40 ans, alors que la question, c'est en fait une baisse drastique et urgente dès maintenant. Intéressant parce qu'effectivement, c'est souvent une des premières solutions qu'on oppose. Si on veut rien changer et quand même on résout les problèmes, on tout à fait. Et honnêtement, après, ça dépend des milieux dont on vient. Mais moi, je viens du milieu de la tech aussi, et c'est la première réponse que j'ai essayé d'apporter. C'est quand en 2017-2018, j'ai pris conscience de l'urgence écologique. Enfin, c'était 2018 puisque c'est la sortie du rapport intermédiaire du GIEC, le rapport 1.5, et ensuite, notamment quelques vulgarisateurs comme Jean-Marc Jancovici qui
qui m'ont fait prendre conscience de la question du climat, je me suis bien évidemment, en tant que bon start-upper, lancé dans ces questions à travers un angle de solutions technologiques, solutions techniques par rapport à ce problème, en disant bon, c'est super, je vais créer un business pour répondre à ça. En plus, c'est cool, ça va me permettre de mettre du sens à mon business qui, aujourd'hui, en plus, étant dans la publicité en ligne, n'en avait plus énormément pour moi. Et bon, c'est en creusant au fur et à mesure, etc., que je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était une fausse bonne idée. Ouais. Ok, intéressant. Et alors, tu as été encore plus loin, on n'en a pas parlé en t'introduisant, mais aujourd'hui, tu travailles sur une thèse. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, quel est l'objet de ta thèse ? Oui, tout à fait. Donc, ça fait 1 an que je suis en thèse à l'École Polytechnique au Centre de recherche en gestion. Et donc, je travaille sur la transformation des organisations économiques face aux défis des limites planétaires. Et en particulier, en fait, je regarde comment les entreprises, associations, enfin, toutes les organisations productives de la société contribuent à se transformer et à transformer la société pour aller vers un paradigme respectueux des limites planétaires. Et quelles sont les stratégies qu'elles mettent en place. Donc ton objectif, c'est davantage voir l'existant, pas forcément d'imaginer ce qui pourrait être fait, ou si c'est aussi l'objectif de la thèse ? Alors non, imaginer ce qui peut être fait si tu parles de modèles ou de scénarios, moi je vais m'appuyer sur ces modèles et ces scénarios, puisque je ne suis pas capable de les faire, et puis c'est des choses qui demandent beaucoup plus de compétences, etc. Mais il y en a plein qui existent. Donc moi, je vais m'appuyer là-dessus. Donc notamment pour le climat, tous les scénarios du GIEC, par exemple, qui sont dans le dernier rapport à R6. Et donc il y en a plein qui prennent différentes hypothèses de départ, mais qui nous permettent en fait de nous projeter un petit peu dans ce que ça veut dire respecter cette limite planétaire-là, puisqu'après il y en a 8 autres aussi à respecter. Tu peux peut-être les citer juste rapidement. Ouais, alors sur les limites planétaires, donc il y a le réchauffement climatique, il y a l'érosion de la biodiversité, donc qui est en gros la disparition de tout ce qui est vivant sur Terre. Pour donner un exemple, par exemple, on parle souvent des insectes. Là, je lisais un truc ce matin, 80% des insectes volants ont disparu dans les 30 dernières années. 80%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même complètement dingue. En France, dans le monde En France, je crois. Je crois que le chiffre était en France. Ensuite, il y a le cycle de l'eau, où on va différencier l'eau verte et l'eau bleue. Donc l'eau verte qui est généralement l'eau qui est contenue sous forme humide dans les sols, et l'eau bleue qui est plus les nappes souterraines, les lacs, les rivières, etc. Ensuite, il va y avoir le cycle du phosphore et de l'azote. Il y a l'ozone stratosphérique. C'est le seul qui n'est pas dépassé pour finir. Alors, une des seules, puisqu'il y a l'acidification des océans qui n'est pas encore dépassée aussi. Oui, puisque, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, pardon, mais sur ces 9 limites planétaires, 6 sont dépassées en 2022. Voilà. Et effectivement, l'ozone stratosphérique, donc, qui sert un petit peu de modèle, puisque les plus vieux d'entre nous peut-être s'en souviennent, il y a eu le trou dans la couche d'ozone à une époque qui était notamment provoqué par tous ces gaz fluorés que l'on émettait, et où on a réussi à travers un consensus en fait à finalement arrêter l'utilisation de ces substances pour arrêter la déplétion de la couche d'ozone. Donc ça a fonctionné. Bon, il s'avère que c'est un bel exemple, mais qu'on peut quand même relativiser, puisque finalement on a juste remplacé l'usage de ces substances par d'autres qui étaient moins nocives pour la couche d'ozone, mais on n'a pas eu à repenser un quelconque modèle de fonctionnement. Or, c'est marrant parce qu'on avait eu peur à l'époque. Moi je me rappelle, on a eu très peur, c'est-à-dire que nos politiques, tout le monde a eu peur, et on a quand même trouvé une solution à l'époque. Sur un truc, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas aussi peur aujourd'hui ? Alors, oui, tout à fait. On parle de tous les autres sont en fait de cet ordre de grandeur ou pire. Donc sur les 9 limites, il y en a donc 6 voire 7 dépassées. Celle-là ne l'est pas. Et pourtant, ce truc-là nous avait fait super peur. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je me souviens, dans les années 90, c'était un vrai sujet, le trou dans la couche d'ozone. Moi, j'étais enfant, je suis né en 86, mais c'est vrai que ça faisait partie des angoisses. Alors, bon, j'en ai oublié quelques-unes à des limites planétaires, mais il y a aussi, par exemple, les nouvelles entités, donc c'est-à-dire toutes les nouvelles substances qui rentrent en fait dans le système Terre et qui ont des impacts nocifs. On peut citer les plastiques, par exemple. Alors cette limite n'est pas quantifiée, mais elle est considérée comme dépassée. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail de toutes, mais la situation est bien évidemment absolument catastrophique pour l'état du système Terre. Et je dis catastrophique au sens où, en plus,
Juste rajouter un mot là-dessus, et pourquoi ça résonne aussi avec la question de la réponse technique ou technologique, c'est parce qu'en fait, ces dégâts sont irréversibles. Très souvent, pour une partie d'entre eux, quand on se pose la question notamment du changement climatique et notamment de la réponse technologique à apporter, que ce soit à travers des solutions de capture ou de la forestation, de la reforestation, etc., on se dit, bon, certes, on est en train effectivement de concentrer de plus en plus de CO2 qui va réchauffer de plus en plus le climat. Mais c'est pas grave parce que d'ici 30-40 ans, on aura des solutions qui nous permettent potentiellement de capturer, d'aspirer ce CO2 dans l'atmosphère, et ça ira. Mais en fait, non. Ça ira pas. Pourquoi ? Parce que en fait, le dépassement des seuils du climat, et les scientifiques estiment que notamment à partir d'un réchauffement de plus de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, on commence à rentrer en fait dans des processus de point de bascule du climat qui en fait vont complètement déséquilibrer la manière dont le climat s'organise sur Terre. Et c'est-à-dire qu'en fait on ne contrôle absolument plus rien, c'est-à-dire que ça devient incertain par rapport à là où on va. Et incertain dans le monde scientifique, c'est pas cool, hein. Ça ne veut pas dire est-ce que c'est un peu positif ou ou est-ce que c'est un peu négatif. Ça veut dire à quel point c'est négatif. Et en fait, on rentre dans ce système-là, qui veut dire que même si derrière, on était en capacité d'aspirer même tout le CO2 à la fin du siècle qui est compris dans l'atmosphère, alors certes, ça refroidirait vraisemblablement le climat, mais pour, par exemple, la fonte des glaces, pour le Gulf Stream, pour tout un tas en fait, de points de bascule du climat, il serait déjà trop tard. Et ça n'empêcherait pas en fait, l'élévation du niveau des mers sur des centaines d'années, etc. Donc en fait, il faut bien comprendre que nos actions aujourd'hui, elles sont irréversibles par rapport à là où va le climat. Typiquement, moi j'aime bien parler du plastique aussi pour comprendre la notion d'irréversibilité. Aujourd'hui, quand on pense au plastique, on a des images parfois de pollution de plage avec des gros déchets plastiques ou alors de cet énorme continent de plastique que l'on a souvent vu en images. Bon, il faut bien prendre conscience que ce plastique-là, c'est moins de 1% de tout le plastique qu'il y a dans les océans. Moins de 1%. 99% du plastique qu'il y a dans l'océan, il est sous forme de micro- et de nanoplastiques dans la mer, et on ne le récupérera jamais. Il n'y a pas de manière de le récupérer. C'est pas possible. Et il est là pour l'éternité, enfin, à notre échelle de vie et à l'échelle de vie de nos enfants. Donc il faut bien comprendre aussi que la question, elle se pose pas d'une manière à « oui, c'est pas très très bien, c'est vrai, mais on peut un peu décaler ». Non, en fait, nos actes sont irréversibles. Et aujourd'hui, ça, c'est en dehors du climat, c'est un des facteurs les plus importants de cause de maladies auto-immunes, de cancers, d'incapacité à procréer aussi pour une grande partie des êtres humains aujourd'hui, ou de difficultés dans la procréation. Le niveau de spermatozoïdes, dans la concentration du sperme chez les hommes a été divisé par 2 en 50 ans. Bon, c'est quand même un petit peu inquiétant et c'est pas en train de s'améliorer. Donc voilà, juste pour dire que tous ces facteurs nous posent vraiment la question aujourd'hui de comment est-ce qu'on arrête en fait d'émettre toutes ces pollutions, qu'elles soient plastiques, qu'elles soient à travers des métaux, qu'elles soient à travers certains gaz, etc. Et non pas comment on se pose la question de demain potentiellement les récupérer. Non, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on arrête très clairement de les produire et de les consommer. Super intéressant, et ça fait lien avec la question que je voulais te poser justement. Alors, tu es encore au début de ta thèse, mais je ne sais pas si tu as déjà identifié en fait, des modèles ou des exemples d'organisations économiques qui arrivent à se transformer et justement à aller dans cette direction que tu préconises. Oui, tout à fait. Alors, il y en a qui arrivent à se transformer, mais je pense qu'il faut bien prendre conscience pour faire le parallèle avec ce que disait Marc aussi tout à l'heure, sur lequel je suis complètement aligné, que la question est éminemment collective. Et elle n'est pas individuelle. C'est-à-dire que penser le changement même à l'échelle de son entreprise, ce n'est pas suffisant. Il va falloir un jour repolitiser nos actions. Et pas repolitiser au sens partisan de voter pour tel ou tel parti. Et la politique, c'est pas voter tous les 5 ans ou tous les 7 ans ou je ne sais quoi. C'est vraiment en fait reprendre la question sociale à bras-le-corps pour se penser en tant que citoyen et comprendre qu'on est en position de définir aujourd'hui comment est-ce qu'on veut vivre.
En fait, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut réellement faire, quelles sont les valeurs que l'on défend. Quelle est la société dans laquelle on a envie de vivre. Et ça, en fait, on ne peut pas la mettre au placard une fois qu'on rentre dans son entreprise en se posant la question « Ah non, mais maintenant, là, je suis acheteur en informatique. Du coup, je ne me pose pas la question de savoir quel est l'impact de ce que je fais ou non. Ah bah non, là, finalement, je suis acheteur-consommateur, donc je vais juste comparer les prix, etc. » En fait, c'est pas possible. On n'est pas schizophrène, en fait. Et à un moment donné, il faut se penser comme un tout et penser l'action collective, parce qu'en dehors du collectif, en fait, les modalités d'action sont très faibles. Alors, sont genre, ah oui, non mais d'accord, on peut rien faire. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution. Vous êtes frustrant. C'est souvent ce qu'on me dit. Frustrant, oui et non, parce qu'en fait, on a l'habitude de se penser à travers des solutions très rapides à mettre en place, tout seul, comme si on était en autonomie. Mais on n'est pas en autonomie, et on n'a jamais été en autonomie. Le fait de vivre en tant qu'être humain implique d'être dans un collectif social. On est dépendants des uns des autres. Il va bien falloir le comprendre, ça. On est complètement dépendants des uns des autres et il faut vivre en collectif et mener ces actions collectives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre des entreprises ? Ça veut dire se regrouper aussi avec d'autres entreprises pour faire pression, pour mener du lobbying, pour faire changer les lois, pour faire changer les règles, pour faire changer les pratiques ensemble, parce qu'on est toujours mu à travers des écosystèmes, des chaînes de valeur qui nous bloquent. Il faut qu'on avance de pair. Alors oui, c'est plus long, oui, c'est plus fatigant, mais il n'y a que comme ça qu'on arrivera réellement à changer de modèle. Et tu as des entreprises qui se regroupent pour inciter l'État à être plus coercitif complètement sur les lois. D'accord, parce qu'on a plutôt, autant on sait qu'elles se regroupent pour faire du lobbying, pour avoir justement plus de liberté dans leur action. Tu as des exemples concrets du coup? Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est ça qui est un petit peu frustrant aussi, c'est que très souvent, quand on entend entreprise, on a l'impression de penser MEDEF ou CAC 40. Bon, enfin, le CAC 40, ça représente rien à l'échelle des entreprises. Hein. Les entreprises en France, presque 90%, c'est des PME, TPE. Enfin, c'est vraiment c'est ça en fait les entreprises en France. Et elles sont pas dans une poursuite de profit effréné ou d'évasion fiscale. Elles peuvent pas se le permettre de toute manière. Donc elles payent leurs impôts et elles morflent. Donc c'est déjà recadrer un petit peu ça. Le CAC 40, c'est vraiment une anomalie en fait. Et ces entreprises, bon, je suis désolé de le dire, mais il n'y a pas grand-chose à faire pour elles qu'à part les démanteler en fait. Hein. Elles ne devraient pas exister. Point. C'est des tailles comme ça, des prédations telles, c'est pas possible. Donc la question est vraiment de se poser la question comment les entreprises qui ont du sens, qui répondent à un vrai besoin, qui ont une utilité, un intérêt général et qui existent sur les territoires, comment est-ce qu'elles peuvent se regrouper pour agir et effectivement faire du lobbying. Alors un exemple, tu me demandais, il y en a un, c'est En Mode Climat par exemple, qui me vient à l'esprit, qui est un regroupement en fait d'entreprises du textile, qui décident, comme 1083 ou Loom par exemple, qui en font partie, qui décident en fait d'essayer de faire autrement des vêtements, de manière plus éthique, de manière plus écologique, etc. et qui sont regroupés dans un collectif pour faire du lobbying, faire pression, faire changer la loi. Et c'est super, mais c'est vrai que aujourd'hui, en termes de rapport de force, ils sont aussi très réduits, puisque en termes de moyens financiers, capacité d'écoute, etc., par rapport à un Shine, donc grosse marque chinoise, à qui on ouvre les portes, bras ouverts, alors que, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est complètement délirant. Je crois que la moitié des vêtements est portée une fois. Enfin, c'est complètement dingue. Et du coup, en fait, eux vont devoir rentrer dans un rapport de force qui est aussi financier par rapport à leur capacité d'écoute, etc., à travers en fait, des entreprises comme ça. Le fond du problème, en fait, à chaque fois qu'on remonte, etc., c'est aussi la manière dont on pense la politique de manière générale dans nos sociétés. Il n'y a pas qu'en France. Hein. Et notamment le fait qu'on ait des représentants qui sont élus une fois tous les 5 ans avec la capacité de faire à peu près ce qu'ils veulent pendant leur mandat, puisqu'on n'a pas le droit ensuite de venir les retoquer, et qui sont la plupart du temps issus de certaines classes, de certains milieux très privilégiés, très bourgeois, avec certaines visions du monde. Ils ne sont pas très représentatifs de ce qu'est réellement en fait, la France, et qui, malgré eux, ou de manière cynique, vont représenter uniquement les intérêts de certains. Bon, enfin, c'est rien de nouveau. Hein. Déjà, en fait, au 19e siècle, Marx parlait de la bond holding class par rapport à la société, à savoir en fait ceux qui détiennent le capital, qui sont en capacité en fait de mettre au pouvoir leurs représentants,
qui, par leur appartenance, leur proximité sociale, culturelle et économique, vont aller dans leurs intérêts. Donc je pense qu'il y a aussi un très très fort besoin, et enfin je ne me fais que le perroquet en fait de nombreux chercheurs et de nombreux travaux sur le sujet, de remettre une démocratie réelle au sein de la manière dont on conçoit la politique. Et quand on le fait, les rares fois où on l'a fait, à des échelles nationales, comme avec la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, on se rend compte que ça change tout. Que lorsque l'on fait venir des citoyens représentatifs, qu'on les fait écouter des experts, des chercheurs sur des sujets, et qu'on leur demande de travailler sur des propositions d'intérêt général, eh bien, les propositions qui sortent sont complètement différentes de ce que nous proposent finalement aujourd'hui nos représentants. Si je comprends bien, tu es quand même intimement lié avec des questions sociales et politiques, tous ces sujets d'investissement. Est-ce que tu trouves que aujourd'hui les personnes qui ont de l'argent, par exemple, sont suffisamment formées sur ces questions politiques ou sociales ? Non. Ou est-ce que c'est finalement pas là aussi le problème ? Oui, tout à fait. Alors, former, je ne sais pas si c'est un besoin de formation, ou plutôt, moi j'aime bien dire un besoin de déconstruction, pour faire le lien aussi avec mon étude et le livre. On se rend compte que les gens qui basculent, qui bifurquent, qui décident de faire autrement, sont des gens qui se sont vraiment interrogés aussi sur eux-mêmes, sur leur vision du monde, sur leur rapport à la société, et que c'est ça qui vient aussi nourrir la volonté de faire autrement, de faire autre chose. Et ça, c'est très difficile de le faire quand on est toujours enfermé dans son propre cercle social, déjà. Donc, moi je dis souvent, je suis parisien à la base, hein, moi je suis né à Paris 15e, j'ai fait toutes mes études à Paris, prépa, puis ensuite HEC, donc c'est un milieu que je connais assez bien. Et je leur dis, mais sortez de Paris. En fait, vous n'y arriverez pas sans sortir de Paris, sans vous déconnecter pendant un moment de votre cercle social. C'est trop dur, c'est juste trop difficile. Et il faut vous confronter à des gens qui pensent autrement, qui ont un rapport au monde qui est différent. Et quand je dis se confronter, c'est se rencontrer. Il y avait par exemple quelqu'un que tu connais, Marc, que j'avais interviewé, une femme qui s'appelle Marguerite, qui a décidé elle aussi de s'intéresser aux questions agricoles et maraîchères, qui elle était partie en woofing pour faire des vacances, plutôt que de faire ce que beaucoup de gens de nos milieux font, partir donc à Bali, à New York, à Vienne, etc. Pour les vacances ou en club, bon, peu importe. Elle avait décidé en fait de repenser son style de vacances et d'aller expérimenter le travail en woofing, donc qui est en fait le fait d'aller dans des fermes pendant par exemple 1 semaine, 2, 3 semaines. Donc on n'est pas payé, mais on est nourri, logé, blanchi, et on travaille la moitié du temps pour apprendre en fait à faire et puis participer de manière collective. C'est souvent aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui se posent un petit peu les mêmes questions, et c'est ça qui lui a permis en fait de revoir son rapport au temps, son rapport à sa vie, là où ce qui elle lui donnait du sens et ce qui lui paraissait utile et ce dans quoi elle voulait se lancer et de déconstruire beaucoup d'idées, de clichés, de présupposés qui lui semblaient évidents en fait sur le fonctionnement du monde, et en fait c'est une porte qui est assez chouette à ouvrir puisqu'on n'en a jamais terminé. J'ai l'impression que ça fait 5 ans que je me pose ce genre de questions la plupart du temps, et je change en permanence. Voilà, c'est en fonction des sujets que j'aborde, et c'est à la fois très riche intellectuellement, très inspirant par rapport au regard que l'on peut avoir, et ça permet, oui, je pense, de s'éclairer un petit peu mieux par rapport à nos choix. Voilà, c'est un peu cette réflexivité généralement qu'on dit que les scientifiques ont, alors malheureusement pas réellement souvent en fait, mais voilà, qu'on aimerait tous un petit peu avoir sur nous-mêmes en tout cas. Ok, je vois que le temps tourne, et donc on va conclure cet épisode. Moi, j'aurais bien aimé vous demander à tous les deux, parce que je trouve que vous avez des parcours qui sont qui dénotent, on l'a dit, hein, par rapport à beaucoup de responsables, de chefs d'entreprise aujourd'hui. Est-ce que vous avez chacun peut-être un conseil, peut-être pas pour changer, mais au moins pour se former ou commencer à réfléchir à ces sujets? Est-ce que vous, il y a des... alors ça peut être de lire le rapport du GIEC, est-ce qu'il y a d'autres choses, des livres, des films à regarder, des choses qui ont été en fait pour vous déclencheurs et que vous aimeriez conseiller à ceux qui nous écoutent?
quand on est convaincu par les questions écologiques, et on l'a bien décrit, le carbone ne fait pas tout. Donc, je m'excuse par avance pour les plus éduqués de nos auditeurs sur ces sujets, mais pour moi, tout le monde doit faire un bilan carbone. C'est-à-dire la meilleure chose que vous pouvez faire immédiatement après l'écoute de cet épisode, c'est d'aller sur le site de l'ADEME, Nos Gestes Climat. Très facile à trouver, on pourra peut-être mettre le lien après. Ça prend 10-15 minutes. Alors effectivement, il faut essayer de trouver quelle a été sa consommation en kilowattheure d'électricité ou en gaz sur son fournisseur d'énergie. 2-3 trucs comme ça, mais vous pouvez faire votre bilan, vous pouvez vous comparer à la moyenne des Français et immédiatement, vous allez avoir des suggestions d'action. Et en fait, le truc est tellement bien fait qu'on voit... on met le curseur, après on se ment un peu à soi-même, on baisse la valeur, enfin il y a toujours des petits effets assez sympas, mais tout de suite il y a les kilogrammes qui apparaissent là, et c'est assez flippant. Et donc ça il faut le faire, parce qu'en fait je connais plein de gens qui se posent des questions mais qui l'ont toujours pas fait. Pour moi ce truc-là, pour le coup on parlait d'obligation, un truc qui serait absolument pas, qui nous priverait pas de liberté mais qui pourrait être obligatoire, c'est de se dire que chaque citoyen français chaque année fait son bilan carbone. Ça devient obligatoire sur les entreprises. Pourquoi les citoyens ne sont pas obligés ? De la même manière, on pourrait mettre ça sur la déclaration d'impôt. Vous avez votre 50 € de crédit d'impôt si vous m'apportez la preuve que vous avez fait votre bilan carbone. Truc très con, mais le gain serait tellement énorme. Parce qu'en fait, là, tu donnais l'exemple de Marguerite. Et Marguerite, elle s'est interrogée et elle avait déjà cette envie de faire du woofing. Donc une autre idée, on pourrait se dire, est-ce qu'il ne faut pas envoyer tout le monde à un moment faire soit du woofing, soit un service civique, soit quelque chose pour se confronter à ça. Deuxième suggestion, c'est le livre que je suis en train de lire et qui me passionne en ce moment, c'est Ralentir ou périr de Timothée Paric. Et ça, je pense que ça se lit super bien. Il ne faut pas être économiste, moi je ne suis pas. Donc j'aime bien quand on me parle simplement. Et il parle très simplement, très didactiquement, de manière très argumentée. Que ceux qui lisent ce livre-là et me disent qu'à la fin ils ne sont pas convaincus, et on en reparle. Voilà. Et toi, Jean-Philippe ? Mais du coup, je vais m'en permettre 2 aussi sur les livres. Oui, j'en ai d'innombrables à conseiller, mais peut-être pour sortir un petit peu de la question de la croissance, des chiffres, du climat, etc. Un livre qui, moi, m'a beaucoup marqué ces dernières années, c'est Terre et liberté de Aurélien Berland, qui est philosophe. Et qui est vraiment en fait un regard historique et philosophique sur le concept de liberté. Et voilà, c'est en partant d'un discours célèbre au XIXe siècle sur la liberté des anciens et la liberté des nouveaux de Benjamin Franklin, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est extrêmement inspirant. Moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Ce livre. Et après, du coup, quelque chose à faire, si je suis aussi la typologie de Marc, moi, ça serait en fait de repenser peut-être un moment ces vacances ou un week-end, juste en se disant, cette fois, je vais le faire à vélo. On a la chance en France de disposer d'énormément de pistes cyclables et de voies vertes. Et en fait, c'est vraiment extrêmement facile en famille de le faire. Moi, je le fais en famille. Je suis vraiment un fan absolu du voyage en vélo. Et je pense que déjà, pour essayer de changer son rapport au monde, son rapport aux autres aussi, et se confronter un peu à la topographie du territoire, à la capacité de rencontre, à l'inconnu aussi, puisque quand on est à vélo, on ne va pas forcément très vite, et puis il n'y a rien qui nous protège, donc on a cette capacité à interagir avec les autres qui nous entourent, à faire ces rencontres, à discuter, etc. Voilà, je me dis que c'est intéressant déjà d'essayer de repenser son imaginaire et ses rencontres, voilà, en ralentissant un petit peu, mais à vélo et de manière tout à fait agréable. Et super, merci pour ces 4 conseils à tous les 2. Merci à toi, Rémi, aussi. Et puis à très vite. Voilà, Just Focus est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, nous accueillerons Cyril Pierre de Gueillère. Cyril, c'est un serial entrepreneur. Le genre qui aime monter des boîtes en partant de zéro pour le plaisir de les créer. Passionné de formation, il se concentre maintenant sur la reconversion professionnelle grâce à 2 écoles nouvelle génération qu'il a fondées, Rocket School et l'école Gustave.